Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette table ronde intitulée « De l'écriture à l'édition, une rencontre axée sur la confiance et la créativité ». Donc aujourd'hui, on va vous parler des dessous de l'édition. Qu'est-ce que c'est que le travail éditorial? C'est quoi une direction littéraire? Qu'est-ce que ça prend comme relation entre un auteur, une autrice, son éditeur, son éditrice? Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que parfois ça se passe très très mal? On aura peut-être des affaires crunchy à vous raconter. On ne sait pas. Donc, avec moi aujourd'hui pour ce panel qui est présenté par l'Association nationale des éditeurs de livres, l'ANEL, et l'Union des écrivaines et des écrivains québécois, l'UNEC, et donc en partenariat avec le Festival Québec en toutes lettres. J'aimerais aussi remercier BCF Avocats d'affaires, partenaire présentateur des entretiens des tables rondes. Et j'aimerais aussi préciser que cette table ronde a été préparée en collaboration avec Sylvie Bellemare, qui est dans la salle de l'ANEL, et Stéphanie Lemettet de l'UNEC, qui est également dans la salle. Donc, avec moi aujourd'hui, je vais vous présenter dans l'ordre. Donc, nous avons Anne-Marie Villeneuve, éditrice aux éditions Druide, Catherine Lafrance, journaliste, ou plutôt ancienne journaliste, ou peut-être pas, et écrivaine. Véronique Fontaine, directrice générale des éditions Fonfon, et Simon Boulris, écrivain, touche-à-tout, je ne ferai pas la liste, sa biographie fait 5 pages. Hein, ok. Alors, pour commencer ce panel, plutôt que de vous présenter en détail nos invités, je vais leur demander de vous dire quelque chose sur eux qu'ils aimeraient que vous sachiez. Donc on va commencer avec Anne-Marie. Je vais faire une grande révélation. On ne sait pas. Mais il me semble, moi, ce que j'avais lu là, comme question, c'était qu'est-ce que les gens devraient savoir, dans Oui. le fond, hein, pour me positionner professionnellement. Je vais essayer de ramasser. Je suis éditrice depuis plus de 20 ans. Mais peut-être ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en ce qui concerne les éditions Druide, c'est au début de ma quarantaine. Je suis à la fois devenue maman, puis 1 an plus tard, je suis devenue éditrice copropriétaire des éditions Druide. Avant ça, j'avais été aux éditions Québec-Amérique. Et c'est un hasard de la vie. En fait, on a un lien, Simon et moi, c'est que moi, j'ai étudié en théâtre aussi, mais j'ai fait un bac en enseignement, puis c'est vers la fin de ma maîtrise en recherche théâtrale que je me suis trouvée par hasard un boulot alimentaire en édition. Et j'ai découvert un monde. Je me suis dit, wow, c'est intéressant. Tu peux être proche des créateurs, avoir un chèque de paye aux 2 semaines. C'est un passé si bien. Et puis, bon, eux, ils ont eu une intuition que je n'aurais pas eue. Ils m'ont vue éditrice jeunesse et finalement, ça me convenait vraiment bien. Ensuite, j'ai été éditrice à l'adulte. Puis, bon, ensuite, on a fondé les éditions Druide. Et je vais finir avec ça. Ça m'a pris plusieurs années avant de me rendre compte que ce vers quoi je voulais me diriger en théâtre, c'était la mise en scène. Et que finalement, ça se ressemble beaucoup. Parce que ce qu'on veut faire, c'est qu'un texte se rende au public. Alors, voilà. Les planètes se sont alignées étrangement pour moi, mais ça me convient. Excellent. Catherine? Bien, réglons l'histoire des 2 carrières tout de suite. Alors, oui, moi, j'ai été... ma première carrière, c'est journaliste, mon premier métier pendant 30 ans. Et j'ai ensuite... je suis devenue écrivain et j'ai écrit tout en travaillant comme journaliste à temps très, très plein. Alors, non seulement je négociais, comme toi, Anne-Marie, avec la conciliation travail-famille, ce qui est déjà pas évident, mais aussi avec la conciliation travail-écriture, ce qui est encore moins évident. Alors, maintenant, j'écris à temps plein, heureusement. Je suis plus journaliste, ou presque plus, là, à un contrat près. Et c'est vraiment ce vers quoi je tends depuis des années. Ça fait 11 ans que j'écris, je suis publiée, et je commence tout juste à pouvoir là, entrer dans ce métier-là de plein pied, je dirais, et surtout à temps plein. Et j'ai réalisé au cours de toutes ces années à quel point la gestion du temps, qui est reliée, qu'on le veuille ou non, à l'argent, ben fait partie de ce métier-là. C'est une partie intrinsèque de ce métier-là. Et que pour arriver à trouver du temps, parce que c'est un métier qui en demande du temps, ben c'est quasiment l'œuvre d'une vie. Bravo. Bon, si je suis ici devant vous, c'est parce que mon père est mort. Hein? C'est un bon punch, ça, hein?
Moi, avant, j'ai aussi une carrière précédente, là. Anne-Marie, toi, c'était en théâtre. Moi, j'étais musicienne. J'ai étudié en clarinette classique. J'ai une maîtrise. Je voulais faire de l'orchestre. Mon rêve, c'était jouer là, comme pour Walt Disney, tu sais, musique de film. Là. Bon, puis, ouais, puis j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Mon père avait une maison d'édition spécialisée en formation policière. Il est décédé subitement en 2007. Je venais de finir ma maîtrise. J'ai repris la maison. On a créé Fonfon, qui était son surnom quand il était petit. Ce qui fait que maintenant, ben, je suis en édition. Et comme Anne-Marie fait le lien entre le théâtre, la mise en scène, le travail d'un texte, le lecteur, moi, la musique dans un texte est hyper importante. Au départ, je me pensais bien imposteur parce que je n'ai pas étudié en littérature, je n'ai pas ce background-là, mais le rythme, la direction, le phrasé, c'est vraiment des choses, moi, qui m'habitent. Fait que finalement, j'ai réalisé que j'étais quand même équipée pour travailler un texte, étrangement. Et voilà, fait que maintenant, ben, Fonfon, plus de 10 ans, là, je ne sais plus, là, le temps passe, puis je suis contente d'être là. Ben moi, je voulais être chanteur. Fait que moi aussi, j'ai raté ma vie. Je voulais chanter. Et moi, j'aime toujours dire quand je me présente que j'ai toujours aimé les livres, mais j'ai pas toujours aimé lire. Et je sais que c'est étonnant de dire ça, surtout de la part d'un auteur, mais j'étais un peu tétanisée par la somme des mots dans les livres en général. Donc, je comprends vraiment bien les enfants qui vivent un vertige quand ils commencent à lire des livres. Moi, c'était périlleux, je manquais de concentration. Puis j'aime toujours raconter cette anecdote fondatrice. C'est ma professeure de 4e année, Madame Marie-André, qui m'a dit que j'écrivais bien. Et ça a changé ma vie. Sauf que Madame Marie-André, elle parlait juste de ma calligraphie. C'est tout. Puis j'ai pensé que j'étais un écrivain, donc je suis rentrée chez moi. Puis là, j'ai honoré le compliment qu'elle m'avait donné en lisant des livres. Je me suis dit, si tu es un écrivain, il faut que tu lises. Alors, j'ai commencé à lire des livres de façon plus rigoureuse en 4e année. Et ma porte d'entrée, ça a été la bande dessinée, comme beaucoup d'enfants. Dans les années 90, c'était les Archis, de très populaire. Donc, j'ai commencé avec les Archis. Après ça, des romans d'horreur. Et j'ai découvert donc des livres québécois, La Courte Échelle, Québec-Amérique. Puis ça a été une grosse révélation dans ma vie parce que pour la première fois, je pouvais vraiment m'identifier. Je reconnaissais les lieux et c'était très grisant de prendre part et de se reconnaître dans l'autre. Donc, je pense que c'est au cours de ma 4e année que j'ai eu ces déclics-là. J'ai eu envie pas de laisser le chant, parce que le chant, ça m'habitera toujours, mais j'ai comme vu d'autres options. Puis après ça, j'ai fait un parcours très... j'ai eu des professeurs qui m'ont toujours donné un élan dans l'écriture, notamment Serge Boucher, le grand scénariste et grand dramaturge, m'a enseigné 2 fois au secondaire. Quelle chance quand même, secondaire 3, secondaire 5. Et j'étais allé au cégep en arts et lettres, littérature, parce que c'était comme la suite logique. Et après ça, l'université l'UQAM en études littéraires. Et ma cousine, Edith Patnaud, qui a fait son conservatoire ici à Québec, ma cousine, qui est une grande metteuse en scène aujourd'hui, faisait ses auditions dans les écoles de théâtre et elle m'avait demandé d'être sa réplique. Donc là, c'est là que j'ai bifurqué en théâtre. J'ai fait ma formation. Moi, j'ai tellement aimé faire sa réplique que j'ai demandé, peux-tu faire la mienne? Elle a accepté. Donc, j'ai été pris à Sainte-Thérèse et elle ici au Conservatoire de Québec. Puis on s'est un peu perdu de vue. Jusqu'à il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, on a fait une création à Carleton-sur-Mer et j'écrivais le texte, elle faisait la mise en scène. J'étais très heureux de ça parce que c'est mon idole depuis que je suis tout petit. Mes 2 cousines, les 2 plus vieilles, Ève et Edith, c'est des grands talents. Puis c'est vraiment, je me reconnaissais beaucoup dans leur envie de devenir des artistes. Donc l'émulation, c'est tellement quelque chose de précieux. Hein? Et donc l'écriture a pris le dessus. Même quand j'étais en théâtre, j'écrivais beaucoup de théâtre. Puis j'ai commencé à publier en 2009, donc moi, ça va faire 13 ans, à peu près 13 ans que je publie. Puis, touche à tout, c'est un mot qui me va bien parce que j'écris de tout, autant des romans, du théâtre, de la poésie. J'écris aussi pour la télé. Je suis toujours aussi comédien, donc j'aime vraiment tout essayer dans la vie. Je me dis, tout est possible, on peut tout essayer. C'est ma posture dans la vie. Peut-être que je suis pas bon, mais j'essaie. Je trouve ça vraiment intéressant qu'une carrière puisse partir sur un malentendu. Et je me rends compte que j'ai oublié de me présenter. Je vais faire ça très rapidement. Mon nom est Pascal Rowe. Je suis écrivain, surtout en imaginaire, traducteur à plein temps et également directeur littéraire de la revue Solaris. Et j'ai commencé à écrire de la fiction à 30 ans, pas avant, parce que j'étais pas prêt avant 30 ans, tout simplement. Alors on va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est pour vous le travail de direction littéraire ?
tout simplement. Parce qu'on parle souvent direction littéraire, travail éditorial, mais pour j'allais dire, le lecteur qui n'est pas dans le milieu, qu'est-ce que ça veut dire? Qui veut commencer? Anne-Marie. Pour moi, c'est vraiment, puis je pense que parce que j'ai lu l'entrevue que tu as Tu m'as donnée au lu, hein? Soleil. Alors, on se recoupe. Là. Pour moi, c'est vraiment un travail d'accompagnement. Moi, j'en fais de la direction littéraire, mais je me considère davantage éditrice parce que je me suis toujours occupée aussi du volet promotionnel et tout ça. Mais de toute façon, je n'ai pas une vision autoritaire de ça. Le mot direction, pour moi, oui, on s'assure que la direction que le créateur veut donner à son projet, qu'on s'en aide dans cette direction-là. Mais pour moi, c'est vraiment un métier d'accompagnement, là. C'est faire tout ce qu'on peut faire pour que le projet ait tout ce qu'il lui faut pour se rendre le plus loin possible et que ça corresponde à la vision de l'auteur. Pour moi, même des fois, je vais initier un projet, mais j'ai jamais l'impression d'être dans la commande ou tout ça. C'est pas ma posture, c'est pas ça. Alors pour moi, c'est un travail d'accompagnement. Donc c'est plutôt de l'accompagnement littéraire. Est-ce que, par exemple, Véronique? Bien, je suis 100% d'accord avec ce qu'Anne-Marie dit. Tu sais, je pense que le mot direction, pour moi, c'est comme dans l'espace-temps. Tu sais, on avance ensemble. C'est pas je te dirige, je te dis quoi faire, je suis ton directeur. C'est je t'accompagne, je te soutiens, puis je m'assure que tu es confortable. Puis je pense que on est capable de donner une certaine direction parce qu'on a une distance au texte. Tu sais, c'est l'atout qu'on a. Tu sais, quand tu travailles, toi, ton texte est dans ta tête, tu as tes idées. Pour toi, tout est clair. Moi, j'ai la chance d'avoir une distance sur le projet, ce qui fait que j'ai des yeux neufs, puis il y a des choses qui vont peut-être se poser comme question, des choses qui vont avoir besoin d'être éclaircies parce que toi, c'était clair, parce que tu l'as dans ta tête. Fait que moi, c'est de me mettre à la place du lecteur. Fait que c'est comme si, pour moi, c'est de prendre le texte puis de l'amener au lecteur en s'assurant que, évidemment, le créateur est confortable puis que tout le monde est content. Tu sais, c'est ça. Bien, je trouve ça, je peux, oui. Je trouve ça très intéressant que tu parles de clarté, parce que je comprends ce que tu veux dire. Quand toi, tu lis un texte, il y a des choses que tu ne comprends pas, alors que l'auteur sait de quoi il veut parler. Par contre, moi, j'ai l'impression que quand je remets un manuscrit, que j'ai amené, moi, dans ma tête, le plus loin possible, parce que je l'ai réécrit 125 000 fois, puis que je me suis posé toutes les questions, puis que j'ai fait toute ma recherche, puis que je l'ai réécrit, puis que là, je n'en peux plus, puis je rends le manuscrit. Au contraire, c'est le moment où tout s'embrouille. Et là, moi, je ne vois plus rien, je n'en peux plus, je ne l'aime plus, mon histoire, je sais plus quoi penser, toutes les angoisses surviennent, je me dis, ah, c'est tellement pas bon, là, de toute façon, ben, je vais l'envoyer à Anne-Marie, puis on verra ce qu'elle va me dire. C'est vraiment dans ces moments-là. Et là, Anne-Marie, puisque c'est avec elle que je travaille la plupart du temps, ben, tout le temps, en fait, en ce moment, c'est l'œil, c'est vraiment l'œil. Anne-Marie va lire, et là, sa première impression me rassure, parce que là, je vois si elle a aimé, compris, si elle a vu mon histoire, si elle a vu le potentiel. Puis là, le travail ne s'arrête pas, le travail commence, là, c'est sûr, mais en même temps, là, c'est vraiment c'est mon œil. C'est l'œil, puis c'est vraiment la capacité de voir dans le texte que moi, je ne peux plus voir. Fait que ça, là, c'est essentiel. C'est comme... si on peut traduire, là, pour les gens qui ne sont pas écrivains, c'est comme quand on écrit un mémo, là, puis on pense que c'est super bien fait, puis que tout a été dit, puis que c'est bien beau. On le laisse reposer, on le lit 2 heures plus tard, puis on se dit « Ah, mon Dieu, mais il y a tellement de fautes, ça n'a pas de sens. » Bien, c'est pas mal la même chose, mais sur 450 pages. Ce que j'entends de ce que tu dis, c'est un peu aussi l'image du phare. On parlait de le phare dans la nuit. Il y a un peu de ça, c'est un peu nous aider. Accompagnateur, j'aime beaucoup ce terme-là. Moi, quand je parle aux enfants de c'est quoi ça, un directeur littéraire, c'est comme un peu un professeur, mais qui n'est pas professoral. C'est un professeur qui veut juste t'aiguiller. C'est pour ça que je trouve accompagner, c'est un bon terme. Moi, j'aime ça quand un directeur littéraire participe aussi à m'écrire ça, c'est bien, de ne pas juste pointer. Ça me fait toujours plaisir de voir un bonhomme sourire dans ma marge. J'aime ça, les collades dans mon cahier, donc quand j'ai un bonhomme sourire, ah, OK, on a réagi à ça, c'est bien, ça, c'est moins bien. Donc, l'idée, c'est de... Tout est perfectible. Puis je pense qu'on doit avoir de l'humilité en tant qu'auteur, en tant qu'autrice. On doit être humble et travailler, c'est ça, de concert. Mais il n'y a pas de... C'est pas des mathématiques non plus. Donc, il n'y a jamais une bonne ou une mauvaise réponse et on discute. Puis, le meilleur rapport, je trouve, c'est quand on est vis-à-vis l'un et l'autre. Puis, il n'y a pas quelqu'un qui... Si mon éditeur ou mon éditrice arrive avec une posture où j'ai raison et t'as tort,
j'ai bien de la misère avec ça parce que je prétends pas que j'ai raison non plus, mais je prétends aussi qu'il y a pas, que tout est possible. Il faut juste trouver la meilleure idée ou la meilleure solution. Donc, ça m'est arrivé parfois d'accepter certains commentaires avec lesquels je n'étais pas d'accord au départ et de trouver que ça bonifiait vraiment. Puis à l'opposé aussi, parfois, j'ai défendu certaines choses que je suis très heureux de les avoir défendues et que mon directeur littéraire à l'époque avait reconnu. Il disait, ben, t'as bien fait de tenir ton bout. T'as raison, on parle beaucoup de ce passage. C'était la finale d'un roman qui s'appelle L'Enfant Mascara. C'était un tout petit passage, puis il voulait le retirer. J'ai dit, non, j'y tiens vraiment beaucoup. Puis je suis content finalement d'avoir tenu mon bout. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est qu'on s'accompagne. Mais puis, c'est ça qui est dur, tu sais, parce que tout ça est subjectif, tu sais. Puis un travail de direction littéraire dans une maison va être fait différemment dans une autre maison parce que chaque maison a son identité aussi, tu sais. Fait qu'à quelque part, tu sais, un texte publié dans une place pourrait être complètement différent ailleurs. Mais pour moi, c'est une question de respect, tu sais. Il faut, comme en tant que directeur littéraire, ce que tu reçois, c'est un cadeau, là, c'est un privilège d'avoir cette chance-là de travailler conjointement. Puis c'est de dire, OK, bien, il faut que je travaille dans l'esprit de ce projet-là, puis il faut que je le respecte, tu sais. Puis après ça, c'est sûr que moi, je veux le mieux possible pour ce projet-là. Mais si un moment donné, on ne s'entend pas sur quelque chose, j'ai un souvenir, voulez-vous une anecdote, par exemple? Te souviens-tu le titre? Oui, on a travaillé ensemble sur le livre Les enfants coloriés, qui est un album pour enfants. Puis, il est dur à résumer. Hein. Ce livre-là, c'est des portraits d'enfants. Chaque enfant, ben, le voici, il est ici. Chaque enfant, il communique, puis l'enfant se présente à nous avec une particularité. Puis, il y a une petite légende en bas par rapport à des couleurs. Fait que, c'est comme basé sur le concept d'un dessin colorié, à numéro. Bon, moi, j'arrive puis je présente ça parce que, tu sais, il y a notre travail ensemble, mais l'éditeur, il y a aussi toute la chaîne derrière, hein, tu sais, il y a toute l'équipe commerciale. Tu sais, je m'en vais. Oui, Hein? mon Dieu, que c'est drôle. Alors, donc, fait que moi, c'est sûr que moi, j'ai mon... Je te souviens. Fait que moi, j'ai mon travail à faire d'amener le texte le plus loin possible, évidemment, mais après ça, il faut que j'arrive, moi, puis que je présente ça, par exemple, à mon équipe commerciale, puis qu'eux, ensuite de ça, partent avec ça, puis qu'ils le présentent au libraire. On s'entend qu'à la fin, ce qu'on souhaite, c'est que le livre soit sur les tablettes, puis qu'il soit vu. Donc, moi, j'arrive à ma rencontre commerciale et là, j'explique le livre. Pourtant, j'ai du visuel, je leur lis des extraits et là, ils ne comprennent rien. T'sais. Ils ne comprennent pas le projet parce que c'est très poétique, tu sais. Puis là, ils sont comme, OK, mais c'est un livre à colorier. Je suis comme, non, c'est pas un livre à colorier. Ouais, mais là, ça s'appelle Les enfants à colorier. Je suis comme, oui, je sais, c'est de la poésie. Puis là, non, mais là, votre livre va se retrouver sur les tablettes dans le coin des trucs à colorier. Je vous en vendrai pas. Là, tout le monde paniquait. Puis là, moi, je suis sortie de là, puis j'ai appelé Simon, il faut changer le titre. Il faut changer le titre. Et il a dit non. Et tu as tellement bien fait. Ouais. Moi, j'étais paniquée de voir la réaction de l'équipe qui ne comprenait rien. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on a? Puis là, j'avais dit à Simon, on n'en vendra pas. Ah oui. Elle m'avait prévenu, elle dit, on va le publier, on va peut-être en vendre 500. J'y croyais, mais moi, j'y croyais à ce livre-là. On a vendu 10 000 en un mois. Ça n'a pas de bon sens. On a été en rupture de stock. Il a été compris. Mais c'est comme si, tu sais, moi, ma job, moi, je veux donner la meilleure vie possible au livre. Fait que là, quand mon équipe commerciale ne comprend rien, je me dis, non, on est dans le champ. Il y a beaucoup de filtres à avoir, tu sais, soi-même par rapport à ce qu'on pense au texte, mais par rapport à ce qu'on se fait dire de l'équipe commerciale. Puis, Simon, c'est un ami, fait que, on pouvait être dans la transparence totale, mais Simon, notre titre ne marche pas. Ah non, moi, je ne change pas ce titre-là. J'étais là. Moi aussi, je l'aimais. Tellement psychorigide. Mais je l'aimais, ce titre, tu sais. Puis, une chance qu'on l'a gardé, parce que ce livre-là, pour moi, se résume par son titre parfaitement, tu sais. Mais te rappelles-tu, quand je t'en ai parlé la première fois, ça s'appelait les... La classe de M. Simon. Non. C'était les filles à colorier. C'était juste des portraits de filles. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est toi qui m'avais dit, pourquoi pas des garçons aussi? Je dis, t'as raison. Je ne sais pas pourquoi. J'avais juste envie de... Tu sais, je voulais faire un livre d'empouvoirment féminin. Puis là, j'ai fait, empouvoirment de l'enfance. Carrément, oui. Puis tous les enfants s'y retrouvent. C'est ça qui est beau. Là. Complètement. Fait que ça, c'est une anecdote, tu sais, pour dire que j'avais vraiment pas raison de vouloir changer le titre, finalement. Mais que eux n'ont pas nécessairement... Tu sais, leur doute, ils n'ont pas tort de douter. C'est correct, tu sais. C'est ça, il n'y a pas de bonne réponse. Fait qu'on se pose des questions. Puis quand tu y tiens mordicus, il y a quelque chose. Tu sais, pour moi, c'est tellement d'une évidence. Non, c'est mon titre, c'est mon projet. Je suis content. Il faut avoir aussi, je parlais d'humilité tantôt, mais il faut aussi avoir un amour-propre dans tout ça, puis tenir à nos solives, nos fondations de chaque projet. Ça, c'est la fondation de mon projet pour celui-ci. Donc, je ne vais pas reculer là-dessus. Mais quand ça nous amène à nous demander pourquoi, c'est déjà quelque chose, parce que là, on commence la réflexion et c'est là qu'on voit au bout de la réflexion si ça tient notre argument ou si ça ne tient pas. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant là, dans nous ébranler positivement. Oui, tout à fait. Ce que j'entends beaucoup là-dedans, c'est que ça prend pour ce genre parce que il y a des remises en question du côté de l'édition, du côté de l'auteur, du côté de l'équipe. Donc,
pour faire fonctionner tout ça, ça prend un lien de confiance très important entre vous. Comment, par exemple, quand vous avez commencé à travailler ensemble, Anne-Marie et Catherine, parce que tu as publié un précédent livre dans une autre maison d'édition, et donc tu es arrivé ensuite chez Druide. Comment est-ce qu'on construit ce lien de confiance au départ? Comment ça fonctionne? Comment ça a commencé pour vous? Ben, en fait, le premier roman que tu as fait paraître aux éditions Druide, je n'étais pas sa directrice littéraire. C'était dans une autre collection. Ouais, ça. Moi, je suis juste arrivée au moment de la promotion et tout. Fait que ça a été quand même léger, l'interaction. Mais ensuite, elle a proposé un roman à Normand Bellefeuille, qui était son directeur littéraire. Puis elle a dit, ah, je ne suis pas sûre que c'est pour ma collection. Fait Anne-Marie, regarde-le. Puis là, j'ai dit, ouais, oh, oui, ça va, c'est bon de mon côté. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Oui, puis après, il y a eu plusieurs nouvelles. Après, il y a eu un autre roman. Après, il y a eu un autre livre qui n'est pas un roman et qui paraît là maintenant. Là. Et donc, ça nous a permis d'exploiter plusieurs genres, plusieurs facettes, puis de travailler, je dirais, dans des registres différents. Mais cette confiance-là, moi, je pense qu'à moins que tu me dises complètement le contraire, Anne-Marie, je pense qu'on la retrouve partout. On l'a retrouvée dans notre parcours partout parce que c'est essentiel, tu sais. Puis la confiance vient du fait qu'on est persuadé que le directeur, la directrice littéraire, dans ce cas-ci Anne-Marie, là, dans mon cas, bien, moi, je suis persuadée qu'elle fait ça pour les bonnes raisons. Je suis persuadée qu'elle ne veut pas écrire le livre à ma place, à la place d'un auteur. Je suis persuadée qu'elle ne trouve pas ça mauvais parce que là, on serait dans autre chose. Bon. Donc, ma confiance vient de là. Puis à partir du moment où Anne-Marie me dit « Hey, j'aime ça », mais là, je ne comprends pas telle affaire, puis là ça, peut-être on n'ira pas là-dedans, puis là, je ne suis pas sûre de ça. Bien, c'est sûr que là, ça m'amène à me poser des questions, puis généralement, elle a raison. Généralement, je me dis, ah, ouais, non, ça, effectivement, c'était pas clair, ou effectivement, ça ne marcherait pas comme ça. Puis je l'ai vu en particulier dans une nouvelle. Moi, je ne suis pas spécialisée en nouvelles. Et j'ai un personnage récurrent. Et dans la dernière nouvelle que j'ai écrite, au début de 2022, c'était un exercice dans lequel, c'est un recueil de nouvelles, les auteurs parlent à leur personnage. Alors, c'est sûr, moi, j'ai sorti mon personnage récurrent, puis je me suis mis à lui parler. Et puis, là, j'en ai fait quelque chose d'assez onirique. C'est un genre que je n'exploite pas d'habitude, mais je me suis dit, comme ça ne se peut pas dans la vie qu'un auteur parle à un personnage, bien, allons-y fort là-dedans. Et là, Anne-Marie l'a lu, puis elle m'a dit, ben oui, mais ton personnage, il fait pas ça d'habitude, puis il fait pas ça comme ça, puis si tu lui fais faire ça, ça va être difficile pour la suite des choses. Alors là, j'ai vraiment eu son regard qui était complètement différent sur l'histoire que je viens d'écrire, du mien. Alors, ça a été vraiment, je trouve, un exercice intéressant. Mais j'étais inquiète pour son roman Oui. qui s'en venait avec ce personnage-là. Je me disais, là, s'il prend le champ comme ça, ce personnage-là, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? En plus, c'est le début d'une série. Là, c'était trop... Mais il faut dire aussi que moi, je me place d'une façon très terre-à-terre. Moi, je suis une généraliste, mais je travaille beaucoup en littérature grand public pour adultes. Puis en roman policier, en plus, on travaille beaucoup sur la vraisemblance et tout. Puis j'avoue, je peux devenir vraiment fatigante. Là, si je comprends pas qu'est-ce qui est arrivé, puis si je trouve pas ça vraisemblable, et le début de son roman, voyons, L'étonnante mémoire des glaces. L'étonnante mémoire des glaces. Tu sais, il y a un incendie au début. Bon, tu sais, on travaille avec ce qu'on est. Moi, à un moment donné, j'ai été dans une maison en feu. Là, il n'y a personne qui a risqué sa vie, mais quand même. Tu sais, moi, si tu mets de la fumée puis du feu, il faut que ce soit crédible, puis des pompiers, puis tout ça. Puis là, le début, puis en plus, je me disais, hey, d'un coup, si les gens n'embarquent pas dans la première scène, ils ne se rendront pas loin. Donc, j'étais vraiment fatigante. Même, j'ai présenté un ami pompier de Gatineau à Catherine. Qui nous a envoyé des vidéos de comment... Puis pourtant, moi, je m'étais quand même inspirée d'une histoire vraie, survenue il y a plusieurs années de ça, un fait divers, dans lequel un enfant avait... je ne raconterai pas tous les détails, c'est un peu gore, mais il s'était couché par hasard, il s'était couché par terre, ce qui fait que la fumée avait passé au-dessus de lui. Donc, j'avais tout cet aspect-là de la fumée qui peut passer au-dessus. Puis quand tu fais ça, il y a des chances que ça te préserve. Fait que j'avais joué ça, mais Anne-Marie, c'est ça, est allée parler à ce pompier-là qui nous est revenu avec « Oui, mais tu sais, le feu part dans telle direction, puis il se propage de telle façon. » On a réglé toute l'histoire du temps aussi, parce que dans un incendie, le temps est important. Tu sais,
c'est un incendie mortel. Donc, les gens brûlent en 30 secondes ou en 28 minutes ou en 2 heures. Ou, tu sais, on ne va pas écrire une scène de la même façon, mais c'est essentiel. Je pense que c'est essentiel de faire cet exercice-là. Mais je trouve ça de plus en plus chouette, par exemple, dans la vie, de faire des pairages comme ça. Dire, OK, là, on a tel truc, là. Moi, je ne suis pas sûre, mais tu sais, peut-être tu as raison, mais ça me chicote. Alors, tu sais, avec un médecin, avec. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Il n'y a pas de routine dans ce travail-là. Non. Zéro routine. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas venir fou non plus. Il faut avoir confiance dans le contenu que l'auteur t'amène, là. Mais on est là, c'est ça, comme tu dis, on est un lecteur extérieur. Puis, tu vois, une erreur que j'ai faite au début de ma carrière, Simon, tu parlais de ça, c'est qu'au début, je voulais, en plus, moi, j'ai été parachutée, un été, il n'y avait personne, j'étais comme pas encadrée, éditrice jeunesse, bang, puis je commence à travailler avec des auteurs qui avaient beaucoup d'expérience, Dominique Demers, François Gravel, Michel Marino, puis j'arrive, j'ai jamais fait ça, puis, OK, je vais vous donner un feedback. Fait que là, je suis allée avec humilité, puis ils ont été, mais en vérité, c'était mieux que rien. C'est un peu pour ça qu'ils m'ont engagée. Ils m'ont dit par la suite, ben, tu sais, elle faisait bien tout ce qu'on lui avait donné à faire, puis mon parcours avait du sens aussi, mais tu sais, c'était mieux qu'il y ait quelqu'un de bienveillant, attentif, qui soit là. Puis eux, ils m'ont dit de quoi ils avaient besoin, tranquillement. Mais au début, j'en mettais jamais des bonhommes sourires. Puis, parce que je voulais être sérieuse, tu sais, je voulais pointer les choses qui ne fonctionnaient pas. Mais c'est pas assez. L'auteur a travaillé des mois, des années sur un projet. Alors maintenant, je me parle beaucoup. Quand, tu sais, j'aime ça, OK, je le dis. Là, je suis partie, je pense à mon lavage. OK, il y a peut-être un problème dans ce passage-là. Je le note. Vraiment, ce que je ressens, j'essaie de le transmettre le plus possible à travers mes notes. Tu maîtrises très bien la technique de la sandwich. J'aime ça. Bien, il y a telle chose à changer que ça ne va pas, c'est plus ou moins. Mais j'aime beaucoup ça. Le pain mou, puis une brique entre les deux. Il faut utiliser les épices, le ketchup, la relish. Il faut tout utiliser. Ben nous, on sait... Toi, Simon, justement, j'allais... T'as publié dans énormément de maisons d'édition. Pour Fonfon, je pense que vous avez une anecdote à nous raconter de comment ça a commencé. Parce que Les Enfants à colorier, c'est pas le premier. Le premier, c'est la série Simon. C'est les petits Simons. Oui. Ben, en fait, je ne sais pas si on a la même anecdote, mais moi, en tout cas, le moment où j'animais un événement d'un distributeur. Ah oui, la journée ADP. La journée ADP. Ah, ça, c'est notre rencontre. C'est notre rencontre. Notre première rencontre. Donc, avant ces livres-là, c'est vraiment quand même une belle... Je ne sais pas si on a la même anecdote, mais moi, c'est celle-là. Alors, je présente, puis là, Véronique vient présenter sa maison d'édition, puis j'ai un coup de cœur instantané pour cette fille-là, pour tout ce que sa maison, qui est toute jeune, là, tout ce que tu représentes. Je m'identifie beaucoup à ce qu'elle raconte, puis j'ai envie d'être son amie. Quand tu as envie d'être l'ami de quelqu'un, tu as envie d'écrire, tu as envie de faire un accompagnement avec la personne. Donc, c'est comme évident, pour moi, j'ai un jour, on va travailler, je pense que je te l'ai dit, on va travailler ensemble un jour. Et... on n'avait pas encore trouvé de projet. J'avais envoyé un manuscrit puis ça fonctionnait pas nécessairement. Et un soir... Au party. Tu fais un party chez toi. Moi, je suis pas très loin. Donc, moi, je suis dans Saint-Henri, à Montréal. Pointe-Saint-Charles. Pointe-Saint-Charles, juste de l'autre côté du canal de la Chine. Puis, ça faisait 2 semaines, j'ai mon meilleur ami. J'ai assez hâte d'aller chez Véronique Fontaine. Ça va être une belle soirée. Puis, moi, je suis pas un gars de party. J'en fais un par année. Puis là, c'était mon party dans l'année. C'était chez toi. Et... il se met à pleuvoir. Puis quand il pleut, je ne veux jamais sortir. Je suis faite en chocolat pour vrai. Puis là, je dis, non, je ne vais pas y aller. J'ai pas de parapluie solide. Puis là, mon ami me dit, hey Simon, bats-toi le derrière, tu y vas. Tu prends un parapluie, puis tu te rends. J'ai même un trou dans mon soulier. Je ne vais pas y aller. Finalement, j'y suis allé. Et j'ai passé une des plus belles soirées de ma vie. Pour vrai, je vais toujours me rappeler. Fun, hein? C'était tellement une belle soirée. Puis à un moment donné, on est en train de jaser. Tu étais avec Joël à l'époque et vous me dites les deux, on a un flash, c'est toi qu'il nous faut. Ouais. Et là, vous aviez, donc, je vais te laisser le raconter, mais vous aviez un projet déjà. Mais c'est parce que moi, ça faisait un petit bout que je voulais mettre en place une collection pour les premiers lecteurs. Tu sais, les premières années, quand ils apprennent à lire là, d'eux-mêmes et tout ça. Moi, ma fille venait de faire sa première année, elle avait pleuré toute l'année parce que les livres étaient plates. Tu sais, je veux dire, on avait lu des albums toute sa tendre enfance là, le soir. On en a lu cette soirée-là, t'en avais à la maison. C'était drôle. Mettons, je vois la plage, je vois le crabe, je vois le homard. Et ça la finale, je vois le sac. Quoi? Le dernier, c'est je vois le sac, mais c'est boring. Mais tu dis, l'enfant, ça lui demande
tellement d'efforts de se rendre à la fin d'un livre. Tu sais, chaque syllabe est forcée. Fait que, tu sais, il n'y a même pas de punch pour le pauvre enfant qui s'est rendu à la fin. Récompense. Tu vois un sac. C'est tellement la chose la plus c'est plate ça. au monde, voir un sac. Moi, j'étais en réaction. Je peux pas croire qu'on amène de la belle littérature à nos enfants, puis quand ils arrivent enfin à avoir accès eux-mêmes aux mots, on leur sert des ennuis. En tout cas, fait que moi, ça me travaillait. J'avais commencé à avoir une idée de collection pour les premiers lecteurs. Puis là, je me disais, ça prend un punch à la fin. Tu sais, c'était comme, pourtant, c'est de base, là, mais tu sais, je me disais, ça prend ça, une structure répétitive. Ça faisait longtemps que ça mijotait. Et là, on est au party. Puis, ce qu'il dit pas, Simon, là, j'ai pas le droit de dire ça, mais je le dis pareil, il m'avait soumis un texte avant ça. Dis-le, certain. Puis je l'avais refusé, c'est terrible, hein? Mais ça fitait pas exactement avec ce qu'on cherchait. Mais puis mon ça. titre était très bon. C'était quoi donc C'est exactement? Ma jambe est un foulard. Ma jambe est un foulard. C'est l'histoire Oui. parce que longtemps, quand j'étais jeune, je me mettais la jambe derrière la tête. Oh mon Dieu, c'est pas Ça élégant. a-tu craqué? Mais non, OK. c'est la chaise. Voyons donc. Ben non, franchement, Hey, je j'ai eu craque pas, là. peur. Mais, et là, c'est ça. Puis là, c'était Thérèse. Elle s'appelait Thérèse. Puis elle C'était pas un restait- singe? Non, c'était Thérèse, mais c'était une. En tout c'était un- Mais elle restait pris la jambe patte derrière. comme ça. Puis là, elle disait à tout le monde, ben c'est un foulard. C'était très bon. Ben, en fait, la fin était très drôle. Et là, c'est comme si à ce party-là, tout s'est assemblé. Tu sais, la collection. Puis moi, je voulais que les livres tournent autour de l'auteur, que ce soit son propre personnage, pour que les enfants réalisent, tu sais, qu'ils apprennent à découvrir les auteurs à même la lecture qu'ils font. Fait que les petits Simon, ben c'est Simon Boulris. Puis on a fait 4 livres, puis chaque livre a son thème autour de Simon. Puis à la fin, il y a un punch. Puis là, j'étais comme, la jambe en arrière de la tête, tu sais, l'enfant, il reste pris, genre. Puis là, on s'est mis à rire. C'était un party. Et c'est arrivé. Et tout ça a fonctionné. Tout ça a fonctionné. Donc, on part d'un texte qui ne fitait pas tout à fait chez nous, mais qui avait un bon punch, qui mijote ici, puis que malheureusement, j'ai refusé. Puis on fait une fête, puis là, finalement, la fête, tout s'imbrique, tu sais. Mais c'est ça aussi notre métier. Il y a comme quelque chose du timing, il y a quelque chose de la rencontre aussi, tu sais. En tout cas, on fait un très beau métier. Il faut toujours aller dans un party, c'est La- clair. la- ouais, Mais pour vrai, là, je suis tellement contente. je pense qu'on a fait ça. Une chance qu'on a fait ça. Puis C'est ça. il y a eu donc après ça les enfants coloriés, puis il y aura Ouais. d'autres choses. Il y en a un qu'il faut que je te fasse un suivi, là, ma langue fleurie. Ben, En tout cas, on Mon a Dieu, du t'as un travail. titre comme ça devant tout le monde alors que. Hey! Mais il va rester ce titre-là, c'est sûr. Ben, c'est sûr, j'espère ça. bien. Hey, En que, tout cas. que je voie ma directrice littéraire me dire je change de titre. Mais des fois, ça commence d'une façon moins le fun. Ça commence pas dans un party. Comme là, notre plus récent projet, moi, j'étais dans le trouble parce que c'est de la non-fiction. Et il y a une policière à la retraite c'est un livre pour la prévention du suicide. Fait qu'elle m'arrive avec son projet. Elle a écrit elle-même sa vie. 500 pages. Ah oui, c'est ça. Puis Un là, document elle, PDF. tu sais, la Chaque fille- ligne est annotée. Ah, la fille, elle arrive, est vraiment intéressante, puis elle a donné plein de conférences, et elle-même, elle a fait des tentatives de suicide. Elle s'en est sortie, elle a consulté, elle est rendue conférencière, elle a donné plein de conférences auprès des policiers. En tout cas, tu sais, elle a son créneau, puis je l'ai vue dans des entrevues médias en ligne. Elle était à la Denis Lévesque, super bonne. Je dis, regarde, OK, il y a vraiment de quoi. Mais on ne peut pas publier le manuscrit comme ça. Là. Je dis, si moi, je travaille avec elle, on en a pour 12 ans, là, ça va être interminable. Ça ne marche pas. Là, ça prend un co-auteur, je pense à quelqu'un, on fait une rencontre, ça va bien, il se rend compte qu'il n'y a pas le temps. Là, je tends une perche à quelqu'un d'autre. Ah non, c'est pas un sujet qu'il veut toucher. Je pars en vacances. Puis là, je reviens de vacances et là, il arrive un drame dans ma famille. Je perds quelqu'un par le suicide. Là, je me dis, Anne-Marie, tu as peut-être d'autres choses dans la vie de faire ce projet-là. Là, c'est peut-être trop intense. Puis en même temps, je me dis, mais c'est peut-être pas pour rien que j'y crois. Je me dis, il faut faire de quoi, mais là, je ne suis pas en état vraiment. Puis là, j'ai la bonne idée de parler à Sonia Sarfati. J'ai dit, je cherche quelqu'un, je cherche tata. Elle me dit, mais as-tu pensé à Catherine? Je dis, ah, non, mais oui, quelle bonne idée. On n'a jamais fait de projet finalement, comme ça. Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que je me disais, avec toute sa carrière de journalisme, sa sensibilité, je ne sais pas, en tout cas, c'était comme parfait, le timing, sa disponibilité. Et là, vraiment, j'ai été une bonne entremetteuse. Ça a vraiment bien cliqué et il fallait, moi, j'avais besoin, tu sais, notre vraie vie, elle influe dans notre travail, là. Moi, je ne pouvais pas être proche de ce projet-là tout de suite, c'est impossible. Et Catherine était capable de vraiment être la co-autrice que ça prenait, là, de prendre le projet sous son aile. J'avais une vision, mais il fallait que je les laisse travailler pendant des mois. Puis quand ils me sont revenus avec le texte, là, j'étais prête à dire, bon, bien, OK, là, le lecteur, de quoi il peut avoir besoin? Et c'est vraiment une belle expérience. Ah, vraiment, vraiment. Et c'est là où on mesure tout ton doigté. Et ça a été assez extraordinaire parce que moi, c'est ça, j'ai reçu le manuscrit. Donc, quand je dis 500 pages, c'est même plus que ça.
un document PDF et il y a un numéro de ligne que j'ai jamais pu enlever à chaque ligne. Ça commence par « Je suis née tel jour, telle heure, à telle adresse ». Et celle qui a écrit ça, Martine, si jamais elle nous écoute, Martine, il faut savoir, et elle le dit elle-même, j'ai écrit ça comme un rapport de police, moi. Il s'est passé telle chose, tel jour, telle heure. Puis là, moi, je lis ça et je me dis « Oh boy, que ça va être quelque chose ». Et Anne-Marie, avec son doigté légendaire, me dit « Tu sais, ce que tu vas faire, c'est aller chercher les perles. Tu vas chercher les perles, puis tu les mets dans un document, puis ça va devenir le livre. Tu vas voir. » C'est parce qu'on voulait aussi que ça devienne quelque chose de pratique. Il y avait son histoire, mais il fallait te donner un écrin pour que ça devienne un ouvrage qui permette de comprendre les problématiques, de donner des outils et tout. Tout à fait. Que si tu n'avais pas eu ton background de journalisme, je ne sais pas. Pas sûr. Non. Puis une certaine sensibilité, parce que là, j'ai lu. Puis là, je suis arrivée à la page, je pense, 293, où là, elle décrit justement cette tentative de suicide. Et j'ai dit, on a le livre, on a l'histoire. C'est tellement un récit prenant, c'est tellement une histoire hors du commun, plus grande que nature. C'est tellement un personnage plus grand que nature. Celle qui a écrit ça, Martine Laurier, pour ne pas la nommer, je me suis dit, OK, non. Et là, j'étais persuadée. Le reste, c'était juste de structurer, puis écrire, puis faire la rédaction. Mais j'ai su qu'on avait une histoire, puis j'ai su que c'était bon assez rapidement. Est-ce que c'est très différent pour toi parce que tu as fait l'écriture et en même temps de la rédaction et en même temps de la direction littéraire à la fois? Je ne sais pas si j'ai fait la rédaction littéraire. Je n'irai peut-être pas jusque-là parce que, en fait, j'ai vraiment travaillé avec celle qui avait écrit, qui était l'auteur de ce texte-là. Mais elle m'a fait confiance. Donc, oui, j'ai eu en quelque sorte cette relation-là avec elle. Au départ, j'ai demandé pourquoi elle voulait l'écrire. J'ai su que c'était pour les bonnes raisons. Elle voulait le faire pour parler de prévention du suicide, pour vraiment se mettre au service de la population. Puis là, j'ai dit, bien, écoute, Martine, fais-moi confiance. À la fin, si tu n'aimes pas ça, c'est pas grave, on va le travailler ensemble, mais tu sais, je veux pas que tu sois derrière mon épaule à tout le temps surveiller. Fait que fais-moi confiance. Puis c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est fermée les yeux, elle m'a fait confiance et que ça a été assez facile. Et la relation a été extraordinaire, là. Vraiment, on a développé une amitié. Fait que, donc, oui, donc il y a eu cette confiance-là. Mais après, moi, je soumettais mes textes à Anne-Marie, qui était encore là, l'œil, là, qui avait une certaine distance, l'œil nouveau qui arrive dans le texte, puis qui me disait, j'aime ça, peut-être est-ce qu'on peut préciser telle chose, tout ça. Mais, tu sais, on avait déjà passé 2 étapes, Anne-Marie. Puis, tu sais, c'est pas de la fiction, là. Il fallait vérifier certains chiffres, certaines statistiques, faire quelques entrevues, mais au départ, l'histoire, il n'était pas question de la changer, tu sais, donc c'est pas le même travail. Mais de toute façon, d'un genre à l'autre, là, ça se ressemble beaucoup. C'est comme vous, bon, moi, je fais le grand écart littéraire, là, je fais de la direction littéraire en jeunesse, de l'album, du roman, de la littérature grand public, du roman policier au roman d'amour, roman historique, puis de la non-fiction. Mais, tu sais, au début de ma carrière, j'aurais peut-être pas fait ça, mais maintenant, ça se peut, puis je les prends un à la fois. Puis l'idée, c'est qu'à chaque fois, justement, ce soit clair, ce soit cohérent. Finir par trouver, tu parlais de musique au début, mais tu sais, embarques dans un projet, puis tu dis, OK, c'est quoi la voix de ce projet-là? Est-ce qu'à chaque phrase, ça convient? Parce que dans le fond, tous les sujets ont déjà été abordés. Il s'agit que cela se soit fait d'une façon unique. Donc, c'est toujours un peu le même travail. C'est certain que ça ne prend pas le même souffle sur un album puis sur un roman de 400 pages, mais c'est long, les albums. Moi, j'en reviens pas comment ça demande du travail. Et justement, tu parles des différents genres. Est-ce qu'il arrive parfois que certains sujets soient tellement loin de ta connaissance, de votre connaissance, que vous fassiez appel à des spécialistes ou à des... je ne parlerai pas de bêta-lecteurs parce que le bêta-lecteur est plutôt pour les auteurs, les autrices, mais par exemple des sensitive readers, des spécialistes de certains sujets pour vous guider parce que vous dites « Oh mon Dieu, je ne sais pas quoi faire avec ça ». Est-ce que vous faites appel à des gens extérieurs parfois pour vous aider? Oui. Ah. Oui, bien, tu sais, ça dépend des projets, là. C'est sûr que, tu sais, nous, quand on fait un album, tu sais, mettons les Simons, tu sais, je veux dire, ça n'a pas rapport. C'est pas nécessaire. Mais, tu sais, je pense chez nous, par exemple, au texte Anatole qui ne séchait jamais, c'est sur la transidentité. Bien, c'est Stéphanie Boulay qui l'a écrit. Tu sais, c'était une situation proche d'elle, mais c'était pas elle. Fait que nous, après ça, on est allé chez Enfants Transgenres Canada pour aller chercher, tu sais, une lecture puis des commentaires.
je pense que c'est notre travail aussi, tu sais, de s'assurer qu'on ne heurte pas là, les sensibilités quand c'est des sujets comme ceux-là. Mais tu le fais aussi pour les enfants coloriés, pour le personnage non-binaire. Oui, tu as raison. Vous êtes allé Même valider, organisme, tu as raison. c'est Je me ça. souvenais pas qu'on avait fait ça. Ben oui. Parce que dans les différents portraits, c'est ça, il y a une petite fille trans, en tout cas. C'est pas. Fait que c'est ça, à chaque. Ouais. Donc, c'est de dire, ben quand moi, je sens que j'ai plus les compétences, c'est encore une question d'humilité. Il faut que j'aille la chercher, cette aide-là, tu sais, pour m'assurer qu'on sert bien le projet puis qu'on heurte personne. Tu sais, c'est important. Mais il y a toujours un danger, là, aussi. Tu sais, là, j'ai un projet présentement avec une autrice. Il y a un personnage secondaire qui est Inou. Puis là, ben, il y a des questions qu'on se pose parce que l'autrice n'est pas Inou, l'illustratrice non plus. Est-ce qu'on a le droit d'avoir ce personnage-là? Puis, tu sais, ça peut sembler une question pas très profonde, mais honnêtement, on veut choquer personne. Mais moi, je veux pas limiter l'autrice puis le personnage qu'elle a envie d'amener, mais je veux pas me retrouver avec une communauté fâchée, qui a une représentation qui soit pas juste. C'est compliqué. Tu sais, c'est vraiment complexe de bien faire ce travail-là. Puis de plus en plus, là, j'ai l'impression qu'en quelques années, ça a beaucoup changé. Puis là, j'ai l'impression qu'on est peut-être même à un bout là, du balancier, puis il va falloir que ça revienne. Mais reste que, moi, comme éditrice, il faut que je respecte le travail de l'auteur, mais il faut que je m'assure qu'entre les mains du lecteur, tout le monde va être correct aussi, tu sais. Fait que oui, des fois, je ne suis pas celle qui a les compétences pour ça, puis il faut aller les chercher. Là. Moi, je pense que c'est une posture nécessaire, je pense, d'aller valider. Moi, j'appelle ça aller valider notre imaginaire, valider nos idées auprès de quelqu'un qui a le vécu ou qui a les informations qu'on ne détient pas. Puis j'ai toujours fait ça en littérature, puis maintenant que j'écris de la télé, c'est peut-être encore plus, ça s'est décuplé parce qu'il y a une ultra-vigilance, on ne veut pas en échapper, mais on a toujours des angles morts des fois, donc c'est important d'aller chercher des informations auprès. Moi, je me dis toujours, quand j'ai une personne qui a vécu ça et qui me donne son aval, je sais qu'une personne, c'est peu, mais moi, ça me suffit. Parce que j'ai pas envie de raconter l'histoire de tout le monde. J'ai envie d'être au plus près d'une seule personne. Je vais vous donner un exemple pour moi, assez probant du trouble que ça peut créer pour un auteur. J'ai un personnage qui a la fibrose kystique. Puis quand, pour un épisode dans 6 degrés, j'ai contacté quelqu'un qui est devenu une amie, qui a la fibrose kystique, qui m'a raconté tout le processus de sa greffe. Et elle a été très, très généreuse. Puis elle m'a raconté vraiment de façon très intime ce qu'elle a vécu. Puis, lorsque l'épisode a été diffusé cet été, il y a une personne qui a fait un long statut. Elle était très en colère de ce qu'elle a vu, en disant « c'est tellement pas représentatif de ce que moi j'ai vécu ». Puis là, c'est sur le coup, et ça m'étonne de Simon Bourris, il a tendance à faire ses recherches, puis elle écrit ça, puis je fais, ben, moi, je considérais que je l'avais fait, mon travail, mais bien sûr que son vécu, je ne veux pas invalider son vécu, mais je ne veux pas non plus invalider le vécu de la personne qui m'a donné ce qu'elle a vécu. Donc, je trouvais ça très, très délicat, ça a pas fait, il n'y a pas eu de controverse, là, mais je trouvais ça triste qu'elle vive ça. Elle avait le droit d'attaquer ce qu'elle avait vu sans problème, mais je trouvais ça bien particulier parce que je considérais avoir bien fait les choses. Puis j'ai peut-être fauté, mais j'ai contacté Sarah, donc, qui est devenue une amie. Puis elle me dit « Ah, je la connais super bien, on se connaît tous. Je vais la contacter, puis je vais voir ce qu'elle en dit. » Puis ça s'est vraiment très, très bien réglé, mais c'est fou. J'ai réalisé à quel point ils ont vécu la même chose, mais totalement différemment. Et elle, son vécu, elle a vu ça comme une gifle, comme si ce que j'avais montré, ça ne la représentait pas. Puis moi, ça m'a fait réaliser que je ne peux pas représenter tout le monde. C'est impossible. Donc, je me dis, si je représente une personne qui vit ce que je raconte et qui me donne son aval ou qui endosse ce que j'ai écrit, ça m'est suffisant maintenant. Je me dis, faut tracer une espèce de ligne, sinon on peut se perdre, on va juste se perdre. Mais oui, puis là, on est dans le subjectif, là. On n'est pas dans les faits. C'est très, très, très différent comme type de recherche. Tu sais, ce qu'on avait fait avec le pompier, là, Anne-Marie, là, on est dans la démarche journalistique où on parle à un responsable, un expert qui nous explique de façon scientifique ce que c'est qu'un incendie, comment ça commence, quand est-ce que... C'est ça. Mais ça, c'est une partie des recherches. Mais là, toi, tu es dans autre chose. Puis là, comment faire la différence entre toutes les informations et comment choisir des informations. Ça, c'est une démarche d'auteur, là. T'sais. Puis on peut pas... encore là, on vient à ce qu'on disait tantôt, il n'y a pas de mauvaise réponse dans une démarche d'auteur. Il y a des choix. C'est pas pareil. Et il y a aussi la licence poétique, la licence artistique qu'on peut aussi... Puis même, en plus, quand on écrit pour la télé, il y a la licence financière de qu'est-ce qu'on peut montrer. Des fois, un personnage on aurait une nouvelle infirmière pour tel truc, mais là, on va prendre la même pour des questions d'argent. Donc, il y a aussi ça. En littérature, il y a plus de liberté. Donc, souvent, je dirais, il y a plus de plaisir. On peut plus
tout peut arriver. On dirait qu'on a une plus grande liberté, ce qui enlève pas le travail de recherche et de respect qui est super important aussi. Donc ça c'est pas quelque chose qui vous bloque comme idée? Vous dites, je le fais avec le respect, avec les recherches, mais de toute façon, on dit souvent damn if you do, damn if you don't. Fait que toi, est-ce que ça te bloque parfois cette idée de te dire, est-ce que j'ai mal fait mon travail? Ça me bloquerait de me dire j'ai mal fait mon travail ou c'est incomplet. Puis pour moi, c'est ça, la direction littéraire est aussi l'espèce de filet de sécurité, tu sais, parce que je me dis, OK, ça se peut que quelque chose m'échappe complètement, ça se peut que je passe à côté, ça se peut que je n'ai pas assez vérifié. Donc là, je sais qu'il y a ce filet de sécurité où on va me dire, bien, as-tu vérifié telle chose? Es-tu allé à la source pour telle chose? Mais pour moi, la recherche fait partie du processus de création. Au départ, quand j'écris une histoire, un policier, bien, j'ai besoin que ça soit plausible. J'ai besoin de l'amener le plus proche possible de la réalité. Donc, j'ai besoin de faire des recherches. J'ai besoin de vérifier comment ça se déroule. Moi, je me fais une liste de personnes à qui je veux parler, que ce soit des médecins, que ce soit des pompiers. Là, dans ce cas-ci, c'est toi qui me l'avais suggéré, qui lui avait parlé même. J'ai besoin donc de parler à des experts. Après, je ne vais pas prendre leurs paroles puis écrire des extraits de ce qu'ils m'ont dit. On va pas les retrouver dans l'histoire. C'est plus subtil que ça. Mais je garde en tête ce qu'ils m'ont dit et je garde en tête ce qui ne peut pas arriver. Tu sais, moi, je ne veux pas que... Je déteste l'effet « oh, come on », comme dans « on regarde un film puis on se dit « oh, come on, c'est pas possible, ça. » Le « oh, come on ». Le « oh, come on ». Ou ils ont trouvé un sac, par exemple. « Oh, come on ». Donc parce que moi, je regarde beaucoup de films, je regarde beaucoup de séries télé, beaucoup de policiers, je lis beaucoup de policiers, et ça, c'est ce qui me fait décrocher le plus. Donc, je ne veux pas que les gens sentent ça. Après, ils aiment ou pas l'histoire, mais là, on est dans autre chose. Mais ça, c'est pas un frein, c'est intrinsèque, ça va de soi. C'est une condition sine qua non à écrire une histoire, vérifier à quel point elle se peut dans la vie. Puis même si on écrit de la science-fiction, je pense qu'il faut, pour pouvoir sortir du réel, il faut connaître le réel. Je ne sais pas, moi, si j'étais peintre, bien, je voudrais savoir dessiner. Picasso, il était parfaitement capable de construire un dessin puis un tableau qui se tenait. Après, il a tout déstructuré par choix. Bien, c'est la même chose quand on écrit. Après, on fait ce qu'on veut de la réalité. On va plus près, plus loin, selon le genre, selon le style. Mais on ne peut pas dire « Ah, je ne savais pas que ça se passait comme ça ». Ça, c'est pas pardonnable. Il faut connaître les règles avant de pouvoir les briser. Il faut connaître toutes les règles avant de pouvoir les briser. Parlant de filet de sécurité, est-ce que vous utilisez des bêta-lecteurs, lectrices avant d'envoyer vos manuscrits à vos éditeurs, éditrices? Est-ce que ça arrive? Toi, Simon? Avant que vous répondiez, les bêta-lecteurs, lectrices sont des gens de confiance à qui on envoie tout ce qu'on écrit, même quand c'est très, très mauvais, avant même de se dire « je vais l'envoyer à l'éditeur, l'éditrice, le soumettre ». Donc, ce sont des gens qui nous connaissent et qui ont le droit de dire toute la vérité. Moi, je suis le bêta-lecteur de Michel Tremblay. Ça se passe bien quand même. Oui, c'est vraiment dur à battre, ça. Depuis une dizaine d'années, Michel m'envoie toujours... la première année qu'il m'avait envoyé, je n'osais pas trop donner des commentaires, mais il en voulait. Je me rappelle que je l'avais assez déçu en disant... je pense que je l'ai déçu en disant « très bien ». Y avait-tu un bonhomme sourire? Oui, j'étais des bonhommes sourires. Puis là, la deuxième année, j'ai dit « OK, je pense qu'il en veut des commentaires, mais il en donné. » Et il avait été tellement ravi. Depuis ce temps-là, il les attend avec ferveur. Donc, il y a des auteurs comme Michel Tremblay qui me tweetent, qui ont besoin de... En tout cas, dans leur démarche, c'est nécessaire. Moi, pas du tout. Puis c'est pas que je me fais plus confiance, c'est juste qu'au contraire, j'ai tendance à trop faire plaisir aux gens dans la vie. Et je me dis, plus je vais avoir de bêta-lecteurs et plus je vais tenter de faire plaisir à tout le monde. Et pour moi, c'est pas positif. Je préfère m'écouter moi-même puis me brancher sur ma directrice littéraire ou mon directeur littéraire. Pour moi, ça me suffit. Longtemps, ça a été comme ça. Puis depuis 5 ans, j'ai un amoureux qui est formidable et qui est absolument brillant, tu le connais bien, il est vraiment intelligent, puis il a une grande sensibilité, puis surtout une grande honnêteté. La preuve qui est très honnête, c'est que quand on s'est connus, moi j'avais des problèmes d'intestin, j'en ai depuis longtemps, puis il se trouve que
quand j'étais à la radio, plus on est fou, plus on lit. Et juste avant de rentrer en onde, je vais vraiment pas bien. J'ai des problèmes d'intestin. Puis là, je dis, je pense que je vais aller à l'hôpital. Puis là, Marie-Louise, Marie-Louise Arsenault, elle me dit, fais ta chronique, juste si tu peux. Si tu vas pas bien, t'arrêtes, puis on fera autre chose. Tu peux partir à tout moment. Donc, j'ai aucun souvenir de comment ça s'est passé, mais c'est clair que ça n'a pas été très heureux. Et après ça, je marchais vers l'hôpital et là, je reçois un texto de ce qui n'était pas du tout mon chum à l'époque. On s'était vu une fois. Puis il m'a écrit « C'était vraiment pas ta meilleure. » Là, j'ai fait « Oh mon Dieu! » Soit qu'il est très indélicat ou soit qu'il est incapable de mentir. Et tu le connais, il est juste incapable de mentir. Donc, rapidement, j'ai compris qu'il pouvait être un allié de grande franchise à mon égard. Puis j'aime beaucoup son regard. Tu sais, il pourrait être mon amoureux, puis je pourrais aussi ne pas avoir besoin de ses commentaires, mais maintenant, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il me dit de tout ce que j'écris. Donc, je le fais. C'est mon seul bêta-lecteur, c'est lui. Puis même des fois, c'est pas systématiquement, mais j'aime vraiment me dire que mon directeur ou ma directrice ou mon accompagnant je sais, va être suffisant. Parce que j'essaie de pas trop me diluer. Je me connais, je vais trop diluer puis faire plaisir à tout le monde sinon. Moi, j'en ai 2. Et c'est 2 hommes. C'est pas pour rien. Il y a une raison pour laquelle c'est 2 hommes, d'ailleurs. C'est mon chum, mon conjoint, là, avec qui je suis depuis très longtemps, avec tous les risques que ça me peut comporter pour la relation après. Mais on s'en sort. Jusqu'ici, on s'en sort. Parce que, parce qu'il est habitué là, à lire mes textes. Mais au début, je lui disais, t'as vraiment juste ça à me dire. Il y a juste ça que tu reproches à mes textes. Puis je me suis rendu compte qu'il n'osait pas trop être méchant, entre guillemets, entre gros guillemets. Là, il restait très gentil. Puis là, je disais, non, tu vas-y plus fort que ça, sois honnête. T'sais. Et c'est comme Michel Tremblay, dans le fond. Oui, c'est à peu près ça. Et c'est quelqu'un qui est très cartésien et aussi qui lit beaucoup. Donc, qui connaît le polar, qui connaît la littérature. Donc, il va me relever des incohérences ou des problèmes que j'avais vraiment pas vus. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a lui. Et il y a quelqu'un d'autre qui est quelqu'un qui a été directeur littéraire sur certains recueils, Richard Mignot, pour ne pas le nommer, là, qui est proche du milieu de la littérature policière, qui connaît ça extrêmement bien, qui a un blog et tout. Et souvent, je lui envoie mes manuscrits, quand c'est très avancé, là, pour avoir son point de vue. Puis encore là, Richard est plutôt gentil, là, mais s'il me dit une petite affaire qui ne va pas, je me dis, oh, ça ne va vraiment pas pour qu'il me l'ait fait remarquer, il faut vraiment que je m'attarde à ça. Donc, mais pour moi, c'est essentiel de, tu sais, comme auteur, tu as le choix entre recevoir les commentaires négatifs et pouvoir améliorer le manuscrit ou te fermer aux commentaires négatifs puis le proposer tel quel avec le grand, grand risque que ça ne soit pas aussi bon que ça pourrait l'être. Moi, je choisis la première, le premier choix, la première option. Et je dis toujours aux gens, soyez méchants, là, dites-le moi. Je n'ai pas d'ego. C'est pas grave que si vous me dites qu'à la page 13, il y a une phrase qui ne marche pas. J'aime mieux le savoir. Alors, puis ça, il faut le recevoir comme ça. Puis il ne faut pas se mettre à dire, oh mon Dieu, cette personne ne m'aime pas. Il ne faut pas être là-dedans. Il faut juste se dire, je suis contente que cette personne l'ait remarqué. OK, je vais réfléchir à ça. Puis des fois, on a chacun notre style aussi. Mon conjoint va me faire remarquer quelque chose qui ne va pas parce que lui, c'est quelque chose qu'il aime moins. Je le connais, je le sais. Je me dis, OK, c'est intéressant ce qu'il me dit, mais je ne changerai pas ce passage pour autant parce que moi, ça me va. Donc, mais ça m'oblige à y réfléchir, par contre. Ça m'oblige à me poser des questions, à m'attarder, à le relire, à faire un travail là-dessus. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Mais tu sais, tu parles de méchanceté, là, tu sais, soyez méchant, oui. Mais tu sais, dans le fond, c'est être honnête, puis il y a une façon de dire les choses aussi, tu sais. Je pense que, en tout cas, moi, tu sais, je parle pas de bêta-lecteur, mais ça revient tout au même, hein, finalement, c'est un regard sur le texte. Moi, j'aime me poser des questions. Moi, c'est comme ça que je travaille, tu sais. Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu dis ça là? Tu sais, fait que quand tu poses une question, c'est pas méchant. Tu sais, ça peut. Tu sais, c'est sûr que ça sous-tend évidemment plein d'éléments. C'est la meilleure façon. Mais tu sais, j'ai pas raison, mais je me pose une question, fait que je vais te la poser, parce que je souhaite que tu te creuses les idées là-dessus. Fait que tu sais, il y a vraiment une façon de nommer les choses, puis je pense que c'est ce qui est le plus beau et le plus difficile dans mon métier, là. C'est probablement qu'Anne-Marie, tu vas être d'accord, tu sais, bien dire les choses. Tu sais, puis c'est exigeant. Dans le fond, mon chum aurait dû écrire « Est-ce que c'était vraiment ta meilleure? »
Voilà. Voilà. Tu sais? Fait que si tu tournes ça en question, ça fait déjà moins mal. Moi, j'utilise beaucoup le verbe sembler. Tu sais, il me semble que. J'ai l'impression que. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, c'est jamais, tu sais, c'est pas un fait parce que c'est subjectif. C'est pas un fait. On le dit Non. depuis le début, c'est une impression, c'est vraiment ça. Fait que, en utilisant les bons mots, on garde l'ouverture de l'autre côté. Puis là, c'est sûr qu'on peut aller plus loin puis que tout va être meilleur. Tu sais. Oui, À- mais à tu poses moins- des questions aussi, Anne-Marie. Tu Oui. poses les bonnes questions. Moi, je les vois, là, tes questions, là, quand je t'ai envoyé un manuscrit, puis tu me reviens avec des questions. Puis je me les pose quand tu te les poses. Tu sais, C'est Mais vrai des fois, qu'à selon à le. moins de trouver des grosses incohérences qui sont effectivement des faits, mais c'est probablement assez rare. Mais des fois aussi, l'auteur, c'est clair dans sa tête, c'est juste qu'il l'a pas mis dedans. Mais Mhm. tu sais, il y a un détail que tu dis, voyons, il me semble qu'il faudrait que ce soit là. Et puis justement, c'est pas de noter, bien, c'est pas là, mais il me semble que. Puis là, oui, c'est vrai, j'avais pensé, mais là, j'ai oublié. C'est tellement complexe quand il s'agit de longs romans. Puis même quand il s'agit d'un album, souvent, je pense qu'en plus, comme il y a le visuel va venir, c'est très clair dans la tête de l'auteur, mais il y a des dimensions. Puis en fait, le texte est tellement épuré, resserré, que là, c'est dosé. Qu'est-ce qui doit être dans le texte? Qu'est-ce qui doit partir? Qu'est-ce qui c'est... C'est ça. Ah, puis moi, je mets la faute sur mon intelligence souvent. Je pense que j'ai pas compris quelque chose. Mm. Tu sais, j'ai pas saisi ça. Fait que là, tu sais, moi, j'ai pas compris. Fait que qu'est-ce que tu voulais dire? Puis là, finalement, on réalise que j'ai pas compris parce qu'il manquait ce détail-là qui était clair dans ta tête. Mais la vérité, c'est que j'ai pas compris. Tu sais, c'est ça, la base, là, tu sais. Puis après ça m'amène à une question qui amène à clarifier un élément, finalement, qui est important. Et malgré tout ça, est-ce que vous deux, éditrices, ça vous est arrivé de trouver ou que quelqu'un dise eh bien, il y a une incohérence puis qu'on l'a échappé? Est-ce que ça vous est arrivé? Parce que je me demande, moi, moi, ça m'est arrivé d'avoir une incohérence dans un roman, puis je me suis toujours demandé, j'ai pas osé demander à mon directeur littéraire, mais et c'est sûr que c'est de ma faute en premier, mais est-ce que lui aussi se sentait mal de l'avoir échappé ou c'est la faute n'est que sur mes épaules? Je me demande, on peut se la partager. Ouais, écoute, nous, on travaille quand même avec, il y a toujours 2 réviseurs linguistiques, tu sais, il y a des filets de sécurité, tout ça. Mais ultimement, moi, je me dis, c'est toujours de ma faute. Il y a toujours. je suis d'accord. En même temps, je veux dire, bon, l'auteur demeure responsable de son texte, mais des fois, là, ça peut être un i sur l'épine ou bien quelque chose dans le livre en tant que tel. Là, le livre parfait, je dis toujours qu'il n'existe pas. Là. Ça, c'est. Bien, moi, j'ai une anecdote vraiment intéressante là-dessus. Dans, justement, mon polar, L'étonnante mémoire des glaces, là, il y a un moment donné, le personnage principal, il part de Montréal. Pour son enquête, il s'en va à San José, au Costa Rica. Alors, il part, il prend l'avion, s'en va au Costa Rica, il fait plein de choses là-bas, puis il revient. Alors, moi, j'avais fait ça en, je pense, 2 jours, quelque chose comme ça, tu sais. Et Anne-Marie laisse passer ça. Moi, je suis convaincue que ça marche. Moi, les repas temporels, c'est pas ma force. Ben, Je le c'est sais, ça. Non, ça mais après- m'énerve. Prendre mon crayon 12 juin, mardi. Je le capote Ben, avec écoute, ça. moi, Fait que je j'en le fais un fais. peu, mais à un moment donné, je dis, la réviseure linguistique, faites Ben, c'est attention à ça. C'est Ouais. ça. Alors, moi, je le fais. Là. Je calcule chaque journée, puis ce qu'ils font chaque jour, puis même chaque heure. Tu sais, je ne l'écris pas à la fin dans le roman, mais je l'écris dans mon manuscrit. Mais elle apprend ça, puis elle dit, quand cette réviseure qui est extraordinaire. C'est la pire. C'est la pire et la meilleure. Je C'est bénis Sophie le Sainte-Marie. ciel. Non, non. Mais, alors, On a toutes notre- elle m'arrive avec des commentaires en disant, ben j'ai vérifié dans toutes les compagnies aériennes à travers le monde et elle m'envoie des captures d'écran. Voici les billets qu'on peut acheter, Montréal, Costa Rica. Ça se peut pas que tu fasses ça en 2 jours. Ça peut pas être moins que 3 jours. Si tu fais un aller-retour et s'il n'y a pas d'escale, et dans ce cas, s'il y a des escales, voici où ça pourrait être. Et là, elle m'envoie tout ça, elle a fait une recherche incroyable. Et là, je regarde ça, puis je dis, ben j'ai fait une erreur. Puis moi, c'est la première fois que je travaille avec elle. Je me dis, mais je peux pas, il faut que je change tout ça. Alors, évidemment, tu t'imagines, je suis convaincue, ce que c'est que changer quelque chose qui devait être une action dans un policier qui devait se tenir sur 2 jours, et là, se tient sur 3 jours. Mon personnage, il faut qu'il fasse d'autres affaires à San José pendant une journée de plus. Et pendant ce temps-là, les autres personnages qui sont restés à Montréal, il faut qu'il se passe des choses, mais pas trop, il ne faut pas que je donne plus d'indices. Et après, on a eu... Mais c'est ça, c'est l'effet papillon. Mais ce qui est intéressant, c'est la discussion qu'on avait eue après, toi et moi, Marie, parce que tu avais dit, bien, moi, je l'aurais laissé passer. Là, on est dans un roman, tu sais. Qui va vérifier combien de temps ça prend? Et même si des gens vérifient, puis voient que dans le roman, c'est pas ça, c'est pas la fin du monde. Donc, qu'est-ce qu'une incohérence? Des fois, c'est évident, puis des fois, ça l'est moins. C'est ça, Mais tu sais, dans les faits, pour moi, là, c'est bien plus important.
C'est la cohérence psychologique, C'est ça. le rythme du roman, les enjeux, que des détails techniques. Il faut faire attention parce que ça devient fatigant, mais tu sais, à un moment donné, là, si tu Tu le fais parlais de sérieusement... licence artistique, c'en est une. Ça, Ben, c'est tu sais, ça, une licence de faire, exactement. ben. Mais aujourd'hui, là, c'était la première fois que je travaillais avec elle. Aujourd'hui, je lui dirais merci, c'est vraiment super. Mais je pense que je vais continuer avec mes 2 jours quand même. Mais en même temps, je suis contente de l'avoir fait. Aussi difficile que ça a été, parce que là, on pense, quand on arrive là, que tu sais que c'est très avancé, le manuscrit a été rendu, Anne-Marie l'a approuvé, j'ai changé des affaires, j'ai corrigé, je suis rendue à la révision grammaticale. Je me dis, bon, ben là, ça va être piece of cake pour le reste, mais non. Mais c'est intéressant, ça, la question de la révision, parce que ça arrive justement à un bout où on commence à être fatigué, Oui. qu'on Ah, connaît oui, oui. bien le texte et tout ça. Mais les réviseurs, ils cherchent les bébites. Là. C'est ça Ils leur les travail. trouvent. Et ils en trouvent. Mais moi, je trouve qu'il y a une part de mon métier aussi qui est de réfléchir à ça, puis dire ça, je ne le présente pas à l'auteur, puis on l'assume. Tu sais, il y a des choses à un moment donné que pour la création, à un moment, ça tue tout. Là, tu sais. Fait que c'est de dire, c'est ça, tu sais, qu'est-ce qui est une incohérence, qu'est-ce qui n'en est pas une. C'est vraiment intéressant, cette question-là. Et- tu sais. C'est vraiment intéressant. Et sur la Pour révision. un futur table ronde, Oui, peut-être. hein. oui, oui. Non, mais c'est vrai, c'est super intéressant. Puis, tu sais, il y a la révision, puis après ça, il y a la. Non, le premier, c'est Révision et correction. correction, révision. Puis, des fois, il y a tout le temps des bécherelles différents. Puis je me rappelle que des fois, tu fais Seigneur, parlez-vous. À un moment donné, je me rappelle que j'avais écrit monsieur à lettre minuscule. Ah oui. Puis, tout le monde me corrige M minuscule. Puis là, le réviseur à la fin, M majuscule partout. Puis, tu sais, à chaque Mettre fois, les je sources, là. Hey, ouais. avec leurs sources. Il y a des sources partout d'une chose et son contraire. Je me dis juste, hey, par un moment donné, là, je fais, j'accepte que vous changez tout, d'accord. Entendez-vous jusqu'à ce que ça soit constant, c'est tout, tu sais. Mais tu vois, il y a quelque chose, tu parlais tantôt des lecteurs externes et tout. Là, je viens de penser pour Julie Rivard, qui est une auteure avec qui je travaille ici en jeunesse. Elle a une série de docuromans. Et là, bien, ça dépasse nos compétences parce qu'il y a de la vulgarisation scientifique. Donc, c'est sûr qu'au début, on va travailler pour que le récit soit bien structuré, soit clair, que je comprenne dans un premier temps de quoi elle parle. Puis après ça, on fait, en plus des réviseurs linguistiques, là, on va chercher une réviseur scientifique pour aller valider tout ça. Ça, c'est exceptionnel, mais c'est nécessaire parfois, là. On est rendu aux questions du public. Alors n'hésitez pas. Quelqu'un va passer avec un micro dans la salle. C'est le moment de demander aux panélistes leurs secrets les plus noirs. Une question de super néophyte. Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait comme un coup de foudre au niveau de l'édition? Et si oui, bien, est-ce que c'est vu comme suspicieux? Y a-t-il un rapport d'autorité Entre nous. Oui. Mais ça, c'est une grande question, le rapport d'autorité, par exemple, parce que ça va dans... Tu sais, on a souvent l'image de l'éditeur qui a une emprise sur l'auteur, mais je C'est pense pas- que ça peut être l'inverse aussi. Ouais. Parce Ouais. qu'il y a certains auteurs qui sont vraiment reconnus, alors que là, moi, je suis rien. Tu sais. Le rapport d'autorité peut changer selon les projets, selon les personnes. Moi, Et j'ai un ascendant sur toi. Ben, on dirait que non, mais je Non. sais pas si Hey, on on est est vis-à-vis, égal. on Oh est non, on égal, s'aime profondément. Mais complètement. tu sais, le coup de foudre, il est professionnel, tu sais. Mais peut-être que des fois, ça dérive, là, mais en tout cas, moi, je sors avec un auteur, c'est vrai que vu de même, ça marche pas. Mais on n'a jamais travaillé ensemble. Mais tu sais, tout ça pour dire que ce coup de foudre-là, pour moi, il est professionnel, puis il est multiple. Tu sais, je pense qu'à chaque fois que je travaille sur un livre, à un moment donné, c'était dans l'intimité, c'est un privilège, c'est un rapport qui est quand même proche, puis il y a toujours un moment où cette relation-là devient quand même quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, moi, je trouve. Là. Puis ça fait partie de la beauté du métier, mais ça peut dériver Mais tu sais, peut-être. vous dites coup de foudre, j'aime l'idée de. C'est comme un coup de foudre d'amitié ou en tout cas de confiance. Tu sais, c'est un truc dont on se fait confiance. C'est très près de l'amitié, en fait. C'est comme on fait un projet ensemble. C'est plus qu'être. C'est pas être collègue, c'est plus que ça. C'est vraiment du. C'est parce qu'on travaille les deux pour le bien d'une même chose. Fait qu'on a un objectif commun, puis ça, c'est rassembleur, puis ça fait qu'on se dépasse aussi, parce que c'est dur de recevoir des commentaires de part et d'autre, même s'ils sont faits en question, puis qu'ils sont bien faits et tout ça. Il reste que c'est un cheminement, puis je pense que quand on chemine, on se rapproche. Fait que tout ça. On a investi nos sensibilités, tout le monde. C'est sûr que celle qu'il faut préserver le plus, c'est celle du créateur, là. Mais puis, en plus, quand tu travailles dans le temps,
au fil des ans, on commence à se connaître beaucoup. C'est vrai que des fois, il y a un éblouissement du départ, mais après ça, ça devient comme une relation de couple dans le temps. Mais là, l'affaire, c'est que nous, les éditeurs, on est dans le polyamour. Et là, en même temps, c'est vrai. Les auteurs aussi, parfois, sont dans le polyamour. Oui, aussi, c'est vrai. Moi, je suis une mais là, guidonne littéraire. mais quand tu es dans la bulle du projet, c'est une espèce de bulle d'exclusivité aussi, avec des trucs parallèles. Fait que c'est un dosage de tout ça, hein? Ouais. Ben, moi, je dirais pas que ça a été un coup de foudre. Je suis désolée, Anne-Marie. Mais parce qu'on ne choisit pas nécessairement. C'est un peu par hasard qu'on s'est mis à travailler ensemble. Donc, il n'y avait pas cet élan-là au départ, mais plus j'apprends à te connaître et plus je t'aime. Là, je te le dis tout de suite. Moi aussi, j'aime Non, beaucoup, mais mais elle est très discrète. Moi, je pense que je me livre plus par rapport à je sais pas quoi, les détails du quotidien, ou je suis un petit peu plus extravertie dans ce que je te transmets. Ah, moi, je suis tellement Oui, dans ma mais tu es bulle. très travaillante, puis tu y Oh, vas. En tout cas, Oui. non, c'est ça, ça se Mais construit dans le temps, cette Ça relation-là. se construit dans le temps, dans la complicité, dans les, je sais pas moi, chacun a ses forces et ses faiblesses, puis on finit par voir ça chez l'autre, tu sais. Puis ça évolue avec le temps, puis avec les projets aussi, hein, comme une relation d'amitié, finalement. Là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ces projets-là, c'est long, hein, c'est très long. Oui. On a le temps de vivre des choses dans nos vies respectives pendant un projet. Puis à un moment donné, des fois, des fois ça transparaît. Tu sais, veut pas, on vit des fois l'auteur a une passe difficile, ben là, c'est quasiment de la relation d'aide et inversement. Là, tu sais, des fois, c'est moi qui peux moins bien aller, mais tu sais, ça reste très, très, très humain comme relation à travers le temps. Donc, on a le temps d'être challengé de plein de façons, au-delà même du projet. C'est ça qui est beau, en fait. Et des fois, on va même au mariage de notre éditrice. Ça arrive. Ça peut arriver. Et les auteurs évoluent avec les projets Oui, aussi. oui. Leur style évolue, leurs intérêts changent, vieillissent, etc. Donc j'imagine que la relation évolue aussi avec tout ça, tu sais. Je sais pas si on a répondu à la question. Mais je pense que d'une certaine façon. Peut-être d'autres questions? Bonjour, merci. J'aimerais savoir, comme un coup de cœur versus le professionnalisme ou l'expérience sur le terrain, est-ce qu'il faut absolument, sans tomber dans la paresse, avoir suivi des études pour qu'un éditeur ou une éditrice nous choisisse par rapport à ce qu'on écrit et ce qu'on donne? Non. Pas du tout. C'est vrai que là, ça peut avoir l'air un peu biaisé parce qu'on parle qu'on fait des projets dans des parties, là, mais ça, c'est pas la norme. C'est pas la norme, tu sais. Notre maison d'édition, on reçoit des manuscrits. On a une adresse manuscrit où il y a la réception qui se fait là, puis on choisit des textes de purs inconnus. Là. Fait que c'est vraiment, on choisit des textes. Ouais. C'est vraiment ça. Après ça, on choisit des fois des humains parce qu'il y a un projet puis qu'il y a un fit, puis là, on est dans un party, mais ça, c'est l'exception. En général, si on choisit des textes, c'est vraiment comme ça que ça passe. Fait que la chance, elle est donnée à tout le monde. Donne l'exemple de quel auteur? Bertrand? Je pense que c'est Bertrand qui t'a envoyé. Bertrand Gauthier. Bertrand Gauthier de Bertrand la Courte Échelle. Ben oui, a fondé la Courte Échelle. On s'entend, c'est un pilier dans le domaine. Ben, dans la petite collection des Simons, chaque fois, l'auteur est son propre personnage. Là, on est rendu à 10 séries. Dans ma boîte courriel manuscrit, il y avait Bertrand Gauthier qui avait fait l'exercice. Il avait lu les autres, il avait vu la structure, il avait compris les règles de cette collection-là. Bonjour, je m'appelle Bertrand Gauthier, je vous souviens, on se connaît, là. Mais non, lui, il s'est dit, je vais aller par la voie professionnelle. T'sais. Je trouve que c'est beau, ça, c'est plein d'humilité de dire, je me suis prêtée au jeu et j'aurais pu le refuser comme je refuse des auteurs, même de ma propre maison. T'sais, nous, on ne publie pas beaucoup, on ne peut pas tout faire. Puis, ben, récemment... Ma jambe est un foulard, c'était tellement beau, je peux pas croire que tu l'as... C'est ça arrive. Mais tu sais, récemment... Anne-Marie, j'ai quelque chose à te proposer tantôt. Il y a le mot foulard dans le titre. On connaît déjà le punch. C'est pas grave. Mais tu sais, on vient de lancer un livre récemment. L'autrice, c'est son premier texte. Elle était complètement inconnue, là, pas du tout du milieu. L'illustratrice aussi, tu sais. Puis j'aime ça, mais après ça, le travail éditorial est complètement différent parce qu'il faut apprendre l'industrie. Tu sais, c'est comme... c'est très exigeant, mais c'est tellement passionnant parce que tu réalises qu'il y a beaucoup à transmettre finalement. Tu sais. Je réalise que mon premier livre, moi, je ne savais pas c'était quoi les étapes, je connaissais rien et j'ai appris sur le tas. Tu sais, et mes études, j'ai étudié en littérature, mais ça m'a servi d'une certaine façon, mais pas du tout pour la publication de ce livre-là. Puis tu sais, je recevais toutes les étapes, puis je connaissais rien, puis j'osais pas, j'aurais pu, je pense, plus nommer « Je suis un primo-romancier, expliquez-moi », mais je faisais ce qu'elle me demandait, puis là, maintenant, au bout d'une 60aine de livres, tu sais, je connais les étapes, je sais, je suis rendu...
mais ça s'apprend. Puis c'est bien Ah oui, ça correct. s'apprend. Ça s'apprend. Mais je pense qu'il y a aussi la responsabilité d'un auteur au départ, c'est aussi de savoir à qui il s'adresse, à quelle maison d'édition il s'adresse, puis quel est le public de cette maison d'édition, quel type de produit elle propose. Parce que, très franchement, je ne sais pas, mais on peut se tromper complètement en envoyant un texte à la mauvaise personne. Et c'est pas le fun pour un éditeur. Non, C'est comme non. ça le déprécie. J'ai des amis éditeurs qui me disent on publie jamais de poésie, puis on reçoit des recueils de poésie. C'est comme si la personne tire dans toutes les directions, ce qui n'est pas très heureux. Je pense que c'est plutôt quand on a un manuscrit, il faut bien cibler. Oui. Faut aller dans une maison dont on aime les livres, tout simplement. C'est tout le temps le conseil que je donne, mais si vous aimez les livres de telle maison, vous vous projetez dans la maison, c'est peut-être le bon fit. Essayez. Mais il ne faut pas tirer dans toutes les directions. Non, Je parce que reçois ça des me- romans historiques. Ben, c'est Je veux dire, ça. Ça Mais n'a c'est- pas de bon sens. Ça veut Des donc livres pour dire que les enfants. personnes qui te les envoient ne connaissent pas ta maison. Non, c'est ça. Fait que C'est- moi, ça me blesse. C'est niaiseux, mais je suis comme, mais pourquoi tu m'envoies ça? Ça veut dire que tu sais pas ce que je fais. La pire erreur que vous pouvez faire, c'est envoyer votre manuscrit en CC tous les éditeurs. Hey, ça, on en reçoit souvent. Là, tu dis, il l'a envoyé à tout le monde. Ben, OK, bye, tu sais. Parce que moi, j'ai quand même envie de me sentir spéciale aussi. On se courtise mutuellement, ça. il y a un peu. Ouais, mais là, je suis comme, OK, genre, t'as écrit à tout le monde. Laisse faire. Tu sais. Au-delà des études, vous parliez de ça. Moi, je pense que moi, ce que j'essaie de vérifier plus, c'est la capacité de retravailler de l'auteur, l'ouverture, le professionnalisme. Parce que c'est sûr que sans métier, des fois, je vais embarquer avec des auteurs vraiment frais, là, mais c'est aussi que là, tu ne sais pas dans quel genre de voyage tu t'embarques. Donc, il faut que l'auteur t'inspire confiance, il faut que la lettre, le manuscrit, mais aussi les premiers contacts, puis que tu sentes que tu vas pouvoir travailler ensemble. Parce que c'est là que la partie peut se corser. Est-ce Ouais, que la puis, tu sais, lettre t'importe, la lettre de Oui, présentation? c'est sûr, c'est Ah sûr. Tu dis comment tu peux bien mener un récit si ça, c'est tout croche. Tu n'as pas pris soin aussi. Tu sais, nous, on va mettre notre temps, notre cœur, notre argent là-dedans. Il faut que tu sois professionnel aussi. Le professionnalisme est vraiment important, je pense. Et je pense qu'avant d'être un auteur et d'envoyer un texte, il faut être un lecteur. Parce que sinon, on réécrit Roméo et Juliette. C'est ça. Donc, il faut être un grand lecteur, je pense, lecteur-lectrice, là, je me suis masculin, mais vous me comprenez. Il faut lire, il faut aimer la lecture, il faut connaître les romans, puis écrire un texte qui se tient puis qui répond à certaines règles. Il faut connaître un minimum les règles. Ce n'est pas nécessaire d'avoir fait une maîtrise, mais il faut connaître au minimum les règles. J'ajouterais même que à partir du moment où le manuscrit est accepté et qu'il va être publié, il faut accepter que le manuscrit ne nous appartient plus complètement. Il va appartenir au lecteur qui en fera ce qu'il voudra aussi. Mais moi aussi, j'ai déjà reçu pour une revue de science-fiction un manuel d'exorcisme. Je l'ai peut-être encore. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, j'aurais une question. Mon nom est Denis Lavoie. Bonjour. Regardez, moi, depuis 2015-2016, je me suis découvert une passion, c'est d'écrire. Et puis, je ne viens pas de ce monde-là, je ne suis pas du monde littéraire du tout, dans un autre domaine. Mais comme passe-temps, ça me plaît beaucoup de créer, autrement, créer des histoires. Je suis plus dans le côté romancier, pour des romans, si vous voulez. Jusqu'à maintenant, j'ai fait deux romans. Les deux premiers, j'ai fait de l'auto-édition. Et puis là, je suis en train de terminer mon troisième présentement. Et puis là, je me pose la question, est-ce que je vais du côté de l'auto-édition? C'est quoi les démarches au niveau, justement, pour aller du côté de l'éditeur? Comment je choisis mon éditeur? Si c'est le cas, j'aimerais savoir un peu plus d'éclairage de ce côté-là, s'il vous plaît. Bien, je pense, comme tu disais, Catherine, c'est important de regarder peut-être où est-ce que vous vous sentez une filiation. Est-ce qu'il y a des maisons d'édition qui publient des livres qui ressemblent un peu aux vôtres? En même temps, des fois, c'est intéressant d'aller ailleurs parce que tu ne veux pas être un parmi tant d'autres, mais c'est de cibler quelques maisons. C'est sûr qu'on en reçoit tellement, là, c'est malheureux. Chez nous, on en reçoit peut-être 800, 900 000 par année des manuscrits. Donc, réussir à ressortir, c'est vraiment difficile. Mais c'est sûr que par rapport à l'auto-édition, mais si vous voulez réussir à embarquer dans le système de la distribution, que votre livre soit placé en librairie, d'être avec un éditeur professionnel, ça fait toute la différence. Ça peut faire toute la différence, parce que même là, c'est pas facile de faire un succès. Mais oui, c'est de cibler, d'être patient. Les éditeurs ont beaucoup de difficultés à réagir rapidement dans l'évaluation des manuscrits.
Mais se fier à sa bonne étoile. Il faut avoir de la chance aussi, puis réussir à, peut-être des fois à l'occasion d'aller dans des événements littéraires comme vous faites, parler à des gens, puis là, ben, il faut réussir à attirer l'attention. Oui, c'est ça. Attirer l'attention, c'est comme... moi, j'ai une bonne expérience de rencontre sur Internet dans ma vie sentimentale. Bien, il faut que tu te démarques. Hein, c'est ça. Puis il faut que tu écrives comme du monde. Chaque étape, il faut que tu la soignes. Puis après ça, bien, bonne chance. Voilà. Ben, c'est ça. Moi, je dirais d'abord écrivez une bonne histoire, puis persévérer. Persévérer. On se rappelle tous de l'exemple de Louise Penny, qui a envoyé ses manuscrits à je ne sais combien de maisons d'édition et qui a reçu des refus partout. J.K. Rowling, même chose. J.K. Ouais. Rowling, et qui a fini par envoyer dans une maison d'édition en Grande-Bretagne qui a dit « OK, on va publier ton histoire de roman policier que personne ne te connaît. » Et elle a gagné le Dagger Award cette année-là. Et là, le reste, c'est de l'histoire, comme on dit. Donc c'est... Mais ça... Soyons réalistes, là, ça, c'est des histoires, c'est des contes de fées qui se produisent une fois tous les 1000 ans, à peu près. J'exagère, mais vous me comprenez. Mais je pense qu'il faut cibler une bonne maison d'édition. Et moi, si vous posez la question, que devrais-je faire, je dirais, moi, je ne saurais trop vous conseiller d'aller vers une maison d'édition parce que c'est vraiment les maisons d'édition qui sont le mieux équipées pour donner le meilleur feedback, passez-moi l'expression, pour donner le meilleur accompagnement, parce que quand on est dans l'auto-édition, ça peut être super bon ce qu'on fait. Là, moi, j'ai du respect pour toutes les démarches d'auteur. J'en critique aucune, mais je pense qu'on n'est pas dans une machine. Dans une maison d'édition, on est dans une machine où chacun a son rôle, où chacun est compétent, qui va nous accompagner et qui va nous rendre meilleurs. Ça, je trouve que c'est important. Il y a tout l'aspect de l'édition, du travail du texte, mais il y a l'aspect de la commercialisation, comme disait Anne-Marie aussi, qui va être facilité avec un éditeur professionnel. Mais tu sais, ce qu'il faut se souvenir aussi, c'est un refus ne signifie pas que votre texte est mauvais. Moi, je refuse des textes que je vois être publiés ailleurs. Je refuse des textes qui gagnent des prix chez d'autres maisons. Puis je suis pas fâchée, je suis contente. Je suis contente pour l'auteur parce que chaque maison a sa ligne éditoriale. Puis des fois, il y a des textes qui ne fitent pas chez nous, qui fitent ailleurs. Fait que, tu sais, il peut y avoir plusieurs refus et ça ne veut pas dire que le texte n'est pas publiable. Tu sais, c'est de trouver le bon match. Fait que, puis pour ça, il faut lire, il faut connaître les éditeurs, il faut connaître les visions des éditeurs, puis il faut persévérer. Au début de ma carrière, il y a quelqu'un qui m'avait dit dans le monde anglo-saxon, ça te prend absolument un agent. En France, ça te prend absolument des contacts. Ici, on a encore la chance de pouvoir sortir de nulle part, envoyer quelque chose puis être publié. Mais quand même, c'est sûr que si vous connaissez quelqu'un qui peut faire que votre manuscrit se retrouve au-dessus de la pile, c'est vrai que ça peut aider. C'est vrai. Parce qu'on est comme... Vous, quand vous faites vos choix de lecture, là, c'est la confiance qui va faire que vous allez choisir. Vous en avez entendu parler, quelqu'un d'autre en a parlé. La répétition, tu dis « Ah oui, c'est peut-être bon. » Mais c'est sûr que si Simon m'amène le manuscrit d'un ami puis il me dit hey, « Regarde, je le verrai vraiment chez vous », je risque de le regarder avec plus de curiosité. Puis, après, c'est pas tout d'être publié, c'est une étape. Après, il y a le traitement des médias, la façon dont c'est reçu dans le milieu, les salons du livre, les entrevues, tout ce qui s'ensuit, toute la mise en marché. Bon, moi, je ne connais pas toutes ces étapes-là, mais j'ai absolument confiance en mon éditeur qui réalise tout ça. Donc ce n'est pas parce qu'on est publié, c'est une grande réalisation, mais ce n'est pas un aboutissement en soi. C'est une étape. Il y en a plein d'autres qui suivent. J'ajouterais même que si vous ne savez pas comment choisir les éditeurs, parlez à votre libraire. Allez en librairie, les librairies indépendantes, demandez, pas forcément de dire j'ai écrit un roman, mais dire je cherche un roman policier de tel type, et là on va vous indiquer des maisons d'édition québécoises. Et là vous allez regarder, vous allez prendre des notes. Et il faut vraiment pas sous-estimer tous les acteurs du livre, et les libraires, on n'en parle pas toujours assez, sont vraiment importants à cette étape-là aussi. Est-ce qu'il y aurait une autre question ou est-ce qu'on a terminé? On pourrait prendre une dernière question ici. Vous avez parlé beaucoup du roman, un petit peu de la nouvelle. Je me demandais autant du point de vue de l'écriture que de l'édition. Est-ce que c'est un genre au Québec auquel on a peut-être moins tendance à aller? Est-ce qu'il y a moins de marché pour ça? Moi, j'ai mal entendu votre question. Lequel? La nouvelle. La nouvelle. Malheureusement, oui. J'ai fait une chronique à cette année-là, puis je m'étais documenté sur les recueils de nouvelles, autant chez les libraires que chez les éditeurs. Et dans les deux cas,
c'est que ça se vend moins et ça se lit moins. C'est dommage. Je pense que les gens, puis là, je fais une grosse généralité, mais les gens souvent aiment plonger dans une histoire où il y a une espèce de flux, ou en tout cas une plus grande densité, puis une générosité au niveau du nombre de pages. Je dis ça, puis en même temps, il y a un gros succès aussi pour des novellas. Les novellas, c'est un entre-deux. Alors, c'est des très, très courts romans. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui en proposent. Je pense, tellement. Et XYZ vient de proposer une série de novellas. Puis, je pense que c'est pour beaucoup. Il y a des lecteurs qui n'aiment pas embarquer dans des grosses briques. C'est pas vrai que tout le monde aime ça. Puis, c'est des belles petites. Puis, pourtant, on est tout près de la nouvelle. Là. Moi, je pense que des recueils de nouvelles, c'est des purs chefs-d'œuvre souvent. D'ailleurs, c'est très rare que les novellistes sont nobelisés. Il y a Alice Munro qui a été nobelisée au Canada, une autrice surtout de nouvelles. Puis les gens étaient vraiment étonnés, puis on était heureux pour la nouvelle. Mais l'affaire, c'est que il y a certainement une nouvelle dans un recueil qui va te plaire, mais c'est différentes histoires. Donc, je pense qu'il y a moins, ça se vend moins, donc je pense que les éditeurs, vous êtes peut-être moins portés à en publier parce que c'est plus... Chez nous, on en publie. On a publié surtout des collectifs. Ça, on a eu des beaux succès avec des collectifs de nouvelles. Mais des recueils individuels, moi, je dis que j'en prends pas, là, parce que, c'est pas ma spécialité, mais là, tranquillement, à force de publier des collectifs, on en développe, mais quand même. Norman, le directeur littéraire, en publiait, puis lui, il en avait écrit aussi beaucoup, tout ça. Puis c'est un genre qu'il lit beaucoup. Moi, c'est vrai, je suis plus une lectrice de romans que de nouvelles. Puis c'est vrai, je trouve ça épeurant. Là. Réussir à faire ressortir commercialement au niveau des relations de presse un recueil de nouvelles, le défi, on dirait, est plus grand. Puis c'est un genre en soi. La nouvelle, c'est un genre en soi qui ne convient pas à tout le monde, qui ne convient pas à tous les lecteurs et qui ne convient pas à tous les auteurs non plus. Tu parlais d'Alice Munro. C'est intéressant parce que pendant des années, Alice Munro s'est battue contre les préjugés, surtout que c'était une femme à une époque où il n'y en avait pas beaucoup qui écrivaient et pas beaucoup qui écrivaient des nouvelles. Puis tout le monde lui disait « Oui, on sait bien, toi, t'écris tes petites histoires. » Puis finalement... Oui, et elle a gagné le Nobel. Et elle le dit elle-même, j'ai gagné le Nobel. Alors qu'il n'est pas si loin de Tchekhov. Quand on lit Alice Munro, là, Tchekhov, c'est un grand nouvelliste aussi, Tchekhov. Puis moi qui aime beaucoup Tchekhov, je trouve qu'on retrouve du Tchekhov dans les émotions, la petitesse, le petit détail. Puis je pense au Québec, il y a Michael Delisle, Lise Tremblay. Ce sont surtout des nouvellistes et qui ont un immense succès. Immense succès dans la mesure où ce sont des nouvelles, mais c'est pas très fréquent au Québec, des gros succès. Pourtant, les revues littéraires au Québec sont très florissantes. Il y en a beaucoup. Des revues de littérature générale, des revues spécialisées également. Et je dirais, pour par exemple rebondir sur monsieur qui posait des questions, parfois publier des nouvelles en revue permet déjà de se faire connaître. Et c'est pas que la nouvelle est une étape avant le roman, parce que ce sont effectivement deux genres différents, mais parfois le simple fait d'envoyer ensuite un manuscrit à une maison d'édition et de dire « j'ai déjà publié des nouvelles dans telle et telle et telle revue », l'éditeur se dit « ah, cette personne s'est déjà travaillée avec un directeur littéraire, une directrice littéraire, peut-être que ça peut établir un lien de confiance, puis on se fait déjà un nom. » Le simple fait d'avoir publié des nouvelles, on a déjà mis un pied en fait dans le milieu littéraire. Moi, en tout cas, je vois parfois des personnes qui ont publié 2, 3, 4, 5 nouvelles dans des revues et d'un seul coup, il y a un recueil de nouvelles ou un roman qui paraît. Et je me dis, ah oui, c'est vrai, j'ai déjà vu cette personne-là. Et je pense que pour les éditeurs, ça peut probablement déjà donner une espèce de crédibiliser. C'est, ah, cette personne est déjà un peu professionnelle. Je pense que c'était la dernière question. Est-ce que vous auriez envie de dire un mot de la fin, quelque chose, pour clore cette table ronde, un conseil Moi, je voudrais juste faire du pouce sur ce que Véronique disait tout à l'heure. C'est vraiment un privilège. La direction littéraire, c'est le thème de la table ronde. Vraiment, j'ai eu longtemps le syndrome de l'imposteur parce que je venais pas de la création des études littéraires. Mais là, je suis dans ma cinquantaine, puis je trouve vraiment que c'est un métier formidable. C'est ça, il n'y a pas de routine. Chaque projet est un monde, chaque auteur est un monde, puis c'est ce qu'on embrasse. Au début, on dirait que tu veux bien faire,
Là, après ça, c'est plus ça. C'est que tu veux le meilleur pour ce projet-là, pour cet auteur-là. Puis c'est vraiment riche. Mais comme on parlait tantôt de lecteurs, là, si vous avez des gens proches de vous, c'est difficile. Si vous leur demandez des commentaires, ça prend beaucoup d'amour pour critiquer. Mais si vous trouvez ces gens-là, là, soyez fin avec eux parce que vraiment, ils sont très précieux. Très précieux. Honnêtement, moi, j'ai énormément d'admiration pour les gens qui font ce métier-là. C'est difficile, là. Ça prend beaucoup de compétences, beaucoup d'humanité, un doigté que moi, j'aurais jamais. Alors, je trouve ça vraiment, je vous admire. Mais c'est une admiration qui va dans les deux sens. Moi, je n'ai pas la créativité que vous avez et je suis choyée de partir de quelque chose qui existe. Partir de rien, je ne serais pas capable. Fait que je m'amuse puis j'ai une créativité qui émerge à travers cette direction éditoriale-là, mais elle m'est permise parce qu'on a cette relation-là. Fait que, en tout cas, moi, je trouve que c'est le plus beau métier du monde, de ne pas être la matière brute, mais je ne sais pas, de sculpter à partir de ça. C'est vraiment chouette. Ouais. Moi, le mot que je trouve qui représente les plus belles relations entre un éditeur et son auteur, c'est la complicité. Qu'on soit complice. Complice dans l'idée qu'on regarde dans la même direction. On veut se rendre là, puis on veut bonifier le travail l'un de l'autre. On est au service, en fait, de la meilleure histoire puis du meilleur projet. Merci beaucoup à vous quatre. Merci au public d'avoir suivi cette table ronde. On est vraiment très heureux d'avoir partagé un petit peu les coulisses du monde éditorial. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.